Il va démarrer. Il ne démarre pas. Voilà, c'est parti. Donc, Merci beaucoup. oui, Sandrine, tu voulais poser une question? On a oublié de rabaisser la main peut-être de tout à l'heure. Bon, je vais nourrir mon chat parce qu'elle va pas me lâcher sinon. Donc, allez, viens. Chiant. Allez. Allez. Donc, le code économique, donc, qui est vraiment la source principale du droit économique actuel. Le code civil, donc, dans lesquels qui a les bases des contrats, et donc le contrat de vente, qui est à la base même du droit économique, c'est la vente. Donc, le code civil fournit les règles de base, donc les règles de base des contrats, vous vous souvenez, les vices de consentement, un objet, une cause, la lésion, la capacité, vous vous souvenez de tous ces machins-là? Très vaguement, Oui. un petit peu. C'était le cours de droit civil l'année dernière. Je vous avais dit qu'il y en aurait encore besoin par après. Donc on reviendra un petit peu sur les notions, notamment quand on parlera du contrat de vente. Et donc le code civil reste utile. Pas que ça, hein, le bail est dedans. On en parlait tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est les contrats de prêt. On va pas voir spécialement, mais le contrat de prêt est dedans. Le contrat de mandat est dedans. Le contrat de transport, il y a quelques petits trucs qui sont dedans. Alors, au niveau du droit commercial, il y a aussi tout ce qui est les conventions internationales. Donc, il y a des accords internationaux qui se font aussi au niveau du droit commercial, parce que le commerce est transnational. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi toutes les réglementations européennes aussi, hein, au niveau du droit commercial, qui sont encore au-dessus. Hein, alors, on a les usages. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les incoterms. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les incoterms. Je ne sais pas très bien dans quel cours vous êtes censé le voir, en fait. Mais enfin, je pense que vous le voyez, on vous en parle dans un cours ou l'autre, je crois. Mais donc, je vais toucher quelques mots. En fait, les incoterms, c'est les fameux clauses, peut-être j'ai entendu parler, les clauses FOB, par exemple, Free on Board. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non. Non, pas Donc, du tout. la clause FOB, en fait, c'est dans les contrats, dans le cadre du transport. Donc, vous vendez des marchandises à quelqu'un aux États-Unis. Donc, si on prévoit une clause FOB dans le contrat, ça veut dire que vous prenez en charge, vous, en tant que vendeur, vous prenez en charge tout transport, assurance, etc., jusqu'à ce que ce soit mis sur le bateau, free on board, à bord du bateau. Donc, ça veut dire que si les marchandises tombent de la grue entre le quai et le bateau, ils tombent dans l'eau, c'est à la charge du vendeur. Mais qu'une fois que c'est posé sur le bateau coule, c'est à charge de l'acheteur. Donc, c'est des clauses qui déterminent et la responsabilité et les frais de transport, en fait. Alors, il y a différentes clauses. La FOB est la plus connue, Free on Board, donc c'est avec le bateau. Mais il y a des clauses au niveau du train et ça peut être jusque sur le quai ou jusque dans le train. Vous me dire que ça ne change pas grand-chose, mais si, parce que quand c'est des marchandises un peu lourdes ou quoi que ce soit, il y a la mécanisation à mettre en place pour monter les marchandises sur le quai. Il peut y avoir des dégâts qui sont faits lors de cette étape-là. Donc, c'est important de savoir qui a la responsabilité de le faire, qui paye pour cette étape-là et qui payera si jamais ça foire. Donc, il y a des clauses au niveau du train, etc. Donc, il y a des clauses CIF, CAF. Enfin, voilà, il y a plein de clauses comme ça, etc. Et donc, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup dans le commerce international qui ne sont pas légiférées. Il n'y a pas de loi, en fait, qui explique ça. Il n'y a pas une loi qui dit la clause free on board dit ceci, etc. C'est des usages, c'est des coutumes, finalement, internationales, en fait. Vous vous souvenez de la coutume, cours de droit civil, premier cours ou deuxième cours de droit civil l'année dernière. Donc, un usage constant, etc. Ben voilà, la FOB, c'est quelque chose qui est connu dans le secteur. Donc, si vous pourriez être confronté à ça, hein, parce que la vente à l'international, c'est quand même des choses assez fréquentes. Alors, il y a aussi des espèces de commissions paritaires. Donc, les commissions paritaires, c'était dans le cadre du secteur du travail, hein, mais les commissions paritaires, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle les accords professionnels. Mais donc, chaque secteur, les coiffeurs, etc., ont parfois des réglementations spécifiques à leur secteur qui sont imposées aux gens du secteur. Hein. Donc, par exemple, les coiffeurs doivent fermer le lundi. Ça, c'est dans l'accord professionnel. Chose qui est prévue. Donc, et ça peut être des marges bénéficiaires aussi ou des choses comme ça, etc. Minimale, maximale, etc. Et puis, il y a toujours la doctrine et la jurisprudence qui peuvent évidemment éclairer toute une série de choses. Voilà.
Alors, vite fait comme ça, il y a des petites différences entre le droit civil et le droit commercial, le droit économique. Donc, que pour être soumis au droit commercial, le droit économique, en général, il faut non seulement avoir 18 ans, mais en plus des connaissances en gestion. Donc, on en reparlera un petit peu après. Mais je suppose que ça vous dit quelque chose, hein, les fameuses connaissances de gestion, que vous n'avez plus automatiquement maintenant. Il faut avoir un bac. Donc, si vous terminez ici le bac compta, vous aurez vos connaissances de gestion automatiquement. Bon, en bac compta particulièrement, ça se justifie. Avant, on l'avait simplement avec le secondaire. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, sinon, il faut faire une formation pour ça. Au niveau de la preuve est beaucoup plus souple en matière économique. Donc, on a moins de contraintes. On va en reparler juste après. La notion de faillite, qui est une situation qui n'existe qu'en droit commercial, droit économique, puisque en droit civil, on ne parle pas de faillite, on parle de déconfiture. La faillite personnelle n'existe pas. On parle de déconfiture, qui est un mot que vous n'avez sans doute pas vraiment entendu souvent. Déconfiture, c'est simplement, certains d'entre vous le sont peut-être, enfin du moins en déconfiture. Déconfiture, c'est quand on a plus de dettes que de biens, en fait. Donc ça, c'est être en déconfiture. C'est pas encore du surendettement, parce que là, c'est quelque chose d'un peu plus figé. Là, c'est, à un moment, on constate qu'à un moment, vous avez plus de dettes que de biens. C'est une situation qui peut être temporaire, tandis qu'une fois que vous êtes en faillite, c'est fini. Il n'y a pas de retour, je vais mieux, je ne suis plus en faillite, etc. Ça ne marche pas. Et puis au niveau des tribunaux aussi, si vous vous souvenez, les tribunaux en matière civile, c'est les tribunaux civils, tandis qu'en matière commerciale, c'est le tribunal de l'entreprise, hein, donc qui est plus rapide et moins coûteux normalement. Donc au niveau de la preuve, on va parler un petit peu de la preuve. Alors normalement, la preuve, c'était quelque chose que je devais voir en civil, mais comme j'ai jamais le temps en civil, je l'avais dit, on la verrait ici. Donc je vais voir les deux en parallèle, en fait, à la preuve au niveau civil et puis les particularités chaque fois du droit économique. Alors, pour votre information, il y a un nouveau code civil qui sort, qui est en préparation. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Donc, il va y avoir un nouveau code civil. Donc, le code civil que vous avez actuellement, c'est l'ancien code civil. Maintenant, on l'appelle l'ancien code civil depuis le 1er novembre. Il s'appelle l'ancien code civil. Le nouveau code civil, ça fait particulier, c'est que pour le moment, donc, il va diviser en toute une série de livres. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul livre qui est sorti, c'est le livre sur la preuve. Bon. Alors, il change la numérotation est totalement différente. Les articles même sont complètement différents. Enfin, c'est assez perturbant. C'est le seul livre qui est en application. Tous les autres livres ne sont pas encore faits. Alors, certains ont déjà été écrits, mais n'ont pas encore été votés ou n'est pas encore mis en application. Il y en a certains qui vont rentrer en vigueur fin 2021. Donc voilà. Donc pour le moment, je fonctionne toujours avec l'ancien code civil pour des raisons pratiques simplement parce que vous n'avez déjà pas simplement accès au nouveau code civil et qui n'a qu'en partie. De toute façon, le principe de base reste le même. Hein. Je pense que dans le syllabus, je vous ai mis chaque fois la double numérotation. L'ancienne, donc qui correspondra au numéro que vous avez dans le code civil que vous avez, et la nouvelle, dans le fameux nouveau livre 9, je crois que c'est du nouveau code civil, mais je dis qu'il n'existe pour le moment pas vraiment, en fait. Hein. Donc c'est un petit peu... c'est à la belge, quoi. Au lieu de sortir le truc en une fois, voilà le nouveau code civil. Non, ils sortent un petit morceau, mais il dit que l'ancien, c'est l'actuel, c'est devenu l'ancien, mais il n'y a pas encore le nouveau, en fait. Voilà, c'est belge, quoi. Donc, pas chercher plus loin que ça. Donc voilà. Donc on va parler en termes d'ancien. Hein, pour faire simple. Donc, la première règle de preuve, généralement la plus utilisée, c'est la preuve écrite. Donc on parle de preuve littérale. Hein, donc ça, c'est la preuve de preuve. Alors, dans la preuve écrite, donc, il y a une hiérarchie. Il y a certains écrits qui valent plus que d'autres. Quel est l'écrit qui vaut le plus? Le témoignage de notaire. C'est pas un témoignage, mais c'est l'acte fait devant un notaire, oui, contresigné par un notaire, qu'on appelle comment? L'acte notarial. Alors, c'est l'acte authentique, oui. C'est l'acte authentique. En fait, un acte authentique, c'est un acte qui est signé par un notaire. Donc, le notaire, sa particularité, c'est qu'il rend officiel, il donne un caractère plus important, une preuve plus importante à tout ce qui est écrit, lui. Donc, tout ce qui est... Un huissier, c'est ce qu'il voit, ce qu'il constate, etc. Le notaire, c'est ce qui est écrit. Donc, quand un notaire signe quelque chose, il donne plus de poids à ce qui est écrit dedans. Donc, l'acte authentique, l'acte passé devant le notaire, a plus de poids qu'un autre écrit. Donc, s'il y a un conflit entre deux écrits, c'est l'acte devant notaire qui va avoir plus de valeur. Alors, il est possible de prouver que l'acte devant notaire est un faux, mais c'est une procédure compliquée. Ça s'appelle la procédure d'inscription en faux. C'est une procédure pénale et c'est compliqué comme procédure. C'est assez difficile d'aller contre un écrit donc, de notaire, donc un acte authentique.
On ne va pas souvent devant le notaire parce que le notaire ne travaille pas bénévolement, ça se saurait. Et que, donc voilà, donc on préfère se passer de lui quand on peut. Donc les seuls cas où on est obligé de passer devant le notaire, c'est pour toutes les transactions immobilières, où là, il y a une obligation de passer devant le notaire. Dans la plupart des autres cas, on n'est pas obligé de passer devant le notaire. On peut, pour lui donner un caractère plus officiel ou une date plus certaine ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas une obligation. Les notaires, accessoirement, c'est peut-être un métier qui va disparaître à très court terme avec la blockchain. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la blockchain. Donc, c'est la technologie qui est à la base des crypto-monnaies, donc du Bitcoin notamment, etc. C'est une technologie, alors je fais vraiment, c'est très compliqué à expliquer, mais en 2 mots. Quand vous mettez une information, c'est dans une chaîne, donc vous mettez l'information dans la chaîne, à la suite de la chaîne, vous rajoutez un maillon à la chaîne, et tout plein de personnes vont venir valider ce maillon-là, en fait, dire oui, effectivement, il est là. Et puis on va remettre un autre maillon derrière. Et donc ce qui fait que quand on a mis un maillon dedans, il est impossible de le modifier sans que ça se voit, en fait. Si on le modifie, on casse la suite de la chaîne, finalement. Donc, c'est hyper sécurisé, en fait, et ce n'est pas contrôlé par l'État. C'est-à-dire que quand un maillon est mis, toute une série d'autres utilisateurs, en utilisant le programme, vont valider ce maillon-là, et on ne sait plus y toucher on ne sait plus le modifier, en fait. Et donc, ça veut dire que l'intérêt du notaire pour les transactions immobilières, c'est que c'est public, et que ça, on ne sait plus modifier, il y a une certaine validité, une certaine preuve au truc. Avec la blockchain, les transactions immobilières, si elles sont mises dans la blockchain, elles seront publiques, et elles ne seront plus modifiables, etc. Et donc, en fait, je vous explique ça pourquoi, parce que je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps qui disait qu'à 5 ans, il n'y aurait peut-être plus besoin des notaires du tout. Donc, c'est vraiment une échéance assez courte. Dans le cadre de la blockchain, on intégrerait ça dans la blockchain. Il paraît que les administrations sont déjà en train de s'y mettre. Ça m'étonne que l'administration belge s'y mette déjà parce qu'ils ne sont pas réputés pour leur vivacité à la transition numérique. Mais voilà, apparemment, c'est vraiment une technologie. C'est plus compliqué que ce que j'ai expliqué, beaucoup plus compliqué. C'est pas évident à comprendre comme concept, mais c'est de multiples applications et on va vraiment vers ça. Et donc voilà, le notaire va peut-être disparaître à brève échéance. Je sais pas comment ils vont rembourser leurs prêts, les jeunes notaires, parce que une étude de notaire, ça se revend parfois 1 million d'euros. 1 million, 2 millions d'euros à une étude de notaire, et donc ils font des prêts évidemment pour acheter ça. Alors ils gagnent bien leur vie derrière, mais ils ont un gros prêt à rembourser. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un prêt de 2 millions d'euros, c'est pas une mensualité de 1 000 euros par mois, je pense que vous en doutez aussi. Donc si jamais à un moment on leur dit bon, quand on n'a plus besoin de toi, je suppose qu'ils vont pas disparaître d'un coup non plus, mais enfin bon, ils sont pas trop à plaindre pour le moment. Vous avez déjà vu la maison des notaires en général, ne les plaignez pas quand vous voyez leur maison. Voilà. Donc, l'acte authentique devant notaire. Le deuxième type de preuve littérale, donc décrit, c'est l'acte sous seing privé, on appelle ça. Donc, c'est l'écrit classique. Alors, il y a toute une série de règles fixées dans le Code civil qui dit notamment qu'il faut qu'il y ait autant d'exemplaires que de personnes parties au contrat, donc dans les cadres des contrats synallagmatiques. Vous vous souvenez de synallagmatique? Le beau mot, non? Donc, synallagmatique, c'est des droits et des obligations des deux côtés. Donc, les deux parties ont des droits et des obligations l'une envers l'autre. Si, par exemple, il y a 2 parties, on fait 2 exemplaires. Un pour chacune des parties. S'il y a 3, 4, 5 parties, on fait autant d'exemplaires, 4 parties. Voilà, c'est une des règles. Que pour tout ce qui dépasse, tout ce qui est des obligations de somme d'argent, vous vous engagez pour une somme d'argent, je reconnais devoir la somme de autant, vous devez écrire la somme en toutes lettres. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça. Vous mettre bon pour ou voilà, des formules bien précises à respecter. Donc voilà, donc ça c'est les règles de base de la preuve écrite. Alors, en droit commercial, là, il y a des particularités, c'est que toutes ces règles-là ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire en toutes lettres, on n'est pas obligé non plus de faire autant d'exemplaires qu'il y a de parties, voilà. Oui, voilà, donc, en gros, c'est ça les trucs. Donc voilà, donc c'est plus souple là, déjà, c'est moins contraignant. Une autre particularité, c'est qu'en droit commercial, on accepte votre propre comptabilité peut servir de preuve contre vous. Donc on peut, si votre comptabilité est régulièrement tenue, une assurance, par exemple, peut se servir de votre comptabilité pour faire preuve contre vous, en fait. Par contre, vous ne pouvez pas servir de votre compta à vous pour faire preuve contre un particulier, par exemple, non. Hein, mais votre compta peut servir de preuve contre vous, en fait.
En niveau commercial aussi, les factures acceptées peuvent servir de preuve. Donc, une facture acceptée, elle peut servir de preuve. Et la correspondance aussi, même entre commerçants, peut servir de preuve, ce qui normalement n'est pas le cas parce que c'est pas signé. Parce qu'évidemment, il faut signer normalement les trucs. Donc, on est un peu plus large. Au niveau de la preuve par témoin, qu'on appelle la preuve testimoniale, en matière civile, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, la preuve par témoin n'est pas admise au-delà de 375 €. Donc, vous prêtez 400 € à quelqu'un devant témoin, il ne veut pas vous rembourser, vous allez au tribunal, vous dites, ben voilà, j'ai des témoins, le juge va dire, ben non, m'en fous. Ça dépasse 375 €, il faut un écrit obligatoirement. Alors ça, c'est vrai en matière civile. En matière commerciale, même 10 000 €, la preuve par témoin est valable. Même contre un écrit. Même s'il y a un écrit qui dit qu'on a prêté 5 000, qu'on a des témoins qui disent qu'on a prêté 10 000, le juge peut croire les témoins. Alors qu'en matière civile, ben, les témoins ne pourraient même pas parler, de toute façon. Et quand il y a un écrit, de toute façon, les témoins perdent contre un écrit en matière civile. En matière commerciale, pas. Les témoins sont sur pied d'égalité, on va dire, avec un écrit. C'est beaucoup plus souple aussi. Ce coût des 375 € pour l'écrit, enfin pour la preuve par témoin, on n'y pense pas, hein, mais prêter 500 € à quelqu'un, ce n'est pas des sommes impossibles à imaginer. Si vous ne faites pas d'écrit, que la personne ne vous rembourse pas, vous n'avez aucun moyen de récupérer votre argent. Alors attention quand même que s'il y a un commencement de preuve par écrit, par exemple un virement bancaire, ça peut permettre aux témoins de se présenter. Donc, quand il y a un début de preuve par écrit, pas suffisant, pas un écrit clair, dit je reconnais devant la somme, etc., bon pour signer, etc., mais qu'il y a un commencement de preuve par écrit, donc un écrit non signé ou un virement bancaire ou quoi que ce soit, ça peut permettre aux témoins de se manifester et d'être utiles. Mais s'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit, les témoins ne servent à rien. Et donc, d'habitude, quand on est en présentiel, je fais l'exemple, je dis voilà, je prête à un étudiant, je mets 500 € sur la table. Je n'ai pas 500 € sur moi en général, mais bon, voilà. Effectivement, je prête 500 € à un étudiant. Et bien, je dis, voilà, tu peux partir avec, je ne sais pas les récupérer, j'ai aucun moyen de les récupérer, puisque même si tous les étudiants là-bas sont témoins, ils ne peuvent pas témoigner du fait que j'ai prêté l'argent. Et donc, voilà. Donc, à retenir quand même, ça peut servir. Alors, dans les modes de preuve, alors il en existe un qui a un côté anecdotique, qui s'appelle le serment litidécisoire. Alors, vous n'avez certainement jamais entendu parler de lui, vous n'entendrez plus jamais parler de lui après aujourd'hui. Donc, ça s'appelle le serment litidécisoire. Donc, c'est un mode de preuve qui est toujours existant dans la liste des modes de preuve, mais qui en fait ne peut plus s'appliquer nulle part. Enfin, je n'ai pas trouvé d'endroit où on peut encore l'utiliser. J'ai fait une recherche de jurisprudence et j'ai trouvé un cas où on a voulu l'utiliser et que le juge a dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans ce cas-là. Donc, c'est la seule référence que j'ai trouvée dans la jurisprudence à ce serment-là. Donc, en fait, ce serment, en gros, ça consistait à aller devant le juge et à jurer de dire la vérité sur je ne sais plus quoi, sur plein de trucs, à jurer sur plein de trucs qu'on va dire la vérité, et le juge était obligé de te croire après. Donc, plutôt sympa comme concept, mais on comprend bien pourquoi ce n'est plus trop autorisé de nos jours, puisque, voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire confiance aux gens, même quand ils jurent. Donc, c'est quelque chose qui date de l'époque napoléonienne, évidemment, à l'époque où les serments, voilà, avaient un autre impact aussi, et il y avait un côté beaucoup plus solennel ou quoi que ce soit. Donc, voilà, donc il existe toujours dans la liste des modes de preuve, mais en pratique, je n'ai pas trouvé un seul cas où on pouvait l'utiliser. Et vous avez appelé ça comment? Le serment litidécisoire. Alors, si je me souviens bien, ça s'écrit même litis décisoire, je me souviens bien. Ok, merci. Donc, de litis, le litige décisoire qui décide, donc serment qui permet de décider du litige, de la résolution du litige. Mais, dans vos notes de droit civil, si vous n'avez pas brûlé ou jeté à la poubelle, vous avez ces éléments-là sur la preuve. Parce que dans la partie commerciale ici, je ne remets pas les éléments dedans, mais vous avez les informations sur la preuve dedans. Elles sont dedans. Mais les numéros d'articles sont dans celui-ci. Les nouveaux, en tout cas. Les anciens, c'est reste le même. Bref. Alors, il y a des présomptions aussi qui sont un mode de preuve. Alors, les présomptions, c'est quelque chose qui se fait tout le temps au tribunal. C'est les déductions, en fait, les présomptions. Hein. Donc, c'est des déductions. On a vu en droit civil, on a déjà parlé, tout enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Voilà. Ça, c'est une présomption. C'est une déduction. Il y a des déductions. Ça, c'est une déduction légale. Et il y a des présomptions faites par le juge. Hein, donc, on en déduit. Il a prêté
il a donné telle somme d'argent à telle personne a promis de la rembourser, ben donc c'est qu'il y a bien une dette entre les deux, ou enfin, l'exemple est mauvais, mais l'idée est là. Le juge fait une déduction de A plus B égale C, ben voilà, A plus A égale 2, donc je fais la déduction. Donc ça, on en fait tout le temps. Les condamnations pénales, par exemple, sont souvent faites sur base de présomption. On n'a pas la preuve exacte, on n'a pas là quelqu'un qui filme la personne en train de faire les trucs, mais on a des indices suffisants. Il y a des traces ADN, il y a son empreinte digitale, il y a des témoignages, etc. Donc, on condamne la personne, on fait une déduction sur base des différents éléments qu'on a. Donc ça, c'est un mode de preuve qui est souvent utilisé. C'est un mode de preuve qui ne peut être utilisé que quand on peut utiliser la preuve par témoin. C'est le même principe. Et alors, le dernier mode de preuve, c'est l'aveu. Donc, si on avoue qu'on doit une somme d'argent, etc., on n'est pas en matière pénale ici, on est en matière civile. Quand on avoue qu'on doit une somme d'argent, par exemple, à noter qu'en matière civile, théoriquement, l'aveu est irrévocable. Donc, si vous avouez que vous devez une somme d'argent, vous ne pouvez plus revenir dessus après. Donc, évitez de reconnaître. C'est pour ça qu'en matière d'assurance, par exemple, si vous avez un accident de voiture, je suppose que vous êtes au courant, il ne faut jamais mettre par écrit que vous êtes en tort. Sinon, votre assurance va vous engueuler. Je suppose que vous êtes au courant de ça quand même. Si vous ne l'étiez pas, ben, retenez-le. Sur un constat que vous faites, vous avez un accident, vous faites un constat avec l'autre partie, ne mettez jamais que vous êtes en tort sur le constat. Je ne vous dis pas de mentir, hein. Vous relatez les faits comme ils sont, mais ne mettez jamais « je suis en tort, c'est de ma faute » ou j'ai fait une erreur », quoi, ça. Jamais. Parce que c'est un aveu et là, on ne peut pas revenir dessus. Et donc, l'assurance va être coincée dans sa négociation, elle perd toute marge de négociation puisque vous avez reconnu votre culpabilité. Et en gros, ils ont perdu à coup sec, à coup sûr. Voilà, je ne peux rien faire. Donc, ne mettez jamais ça dans un constat d'assurance. Vous le saviez ou pas? Non, ben voilà, ben retenez-le. Il y en a qui l'appliquent vraiment bien. Oui, mais alors je ne dis pas de mentir non plus, hein, entendons-nous bien. Donc je dis, vous ne conseille pas de mentir du tout, dites la vérité sur ce qui s'est passé, mais sans dire je suis responsable, dites voilà, j'arrivais de là, etc. Il a freiné, je l'ai cogné. Hein, vous pouvez pas dire le contraire, mais dites c'est de ma faute, je ne faisais pas attention, j'étais inattentif, voilà. Donc voilà, faut pas. Vous pouvez le dire oralement à la rigueur, mais vous ne l'écrivez pas. Donc voilà pour le mode de preuve. Donc, ça va vite fait. Quelques petits mots. Il fait froid. Faut que je fasse du feu. Mais bon. Quelques petits mots sur le tribunal de l'entreprise. Vous avez déjà bien parlé du tribunal de l'entreprise l'année dernière. Hein, il s'appelait déjà comme ça. Vous n'avez pas eu le tribunal de commerce, le tribunal de l'entreprise. Oui. Donc, le tribunal de l'entreprise, donc, vous vous souvenez du fonctionnement un petit peu particulier avec un magistrat professionnel et 2 juges qui sont des juges à temps partiel. Comment est-ce qu'on les appelle? Quelqu'un se souvient? Je suis déçu. Il n'y a même pas un qui se souvient. Les juges consulaires. Ça se trouve, vous l'avez eu dans le vrai faux en plus. Peut-être bien. Mais bon, ben voilà. Bon, si il n'y a que ça que vous avez oublié, c'est pas grave. Hein. Je pense que ce ne sera pas la seule chose. Mais bon. Donc voilà, donc c'est des juges qui sont, par exemple, qui travaillent à l'UCM ou à Testachat, des juristes de Testachat, etc., et qui vont venir à temps partiel, une demi-journée au tribunal pour juger. Alors, de quoi s'occupe ce fameux tribunal de l'entreprise? Des litiges entre personnes qui exercent une activité indépendante, y compris les professions libérales. Donc ça, c'est un gros changement, hein, c'est que les professions libérales, maintenant, vont passer devant le tribunal de l'entreprise, ce qui n'était plus le cas avant. Il y a une seule exception, c'est quand vous êtes une entreprise personne physique, donc vous êtes en personne physique, et que vous avez une activité qui, manifestement, n'a rien à voir avec votre entreprise. Vous ne passerez pas devant le tribunal de l'entreprise. Hein, c'est pas parce que vous êtes une entreprise, vous êtes commerçant, on va dire à l'ancienne, hein, vous êtes commerçant en personne physique, que tout ce que vous faites est devant le tribunal de l'entreprise. Et si vous achetez une télé pour mettre dans votre salon chez vous, ou un nouveau frigo pour la cuisine, et que vous avez un conflit, vous n'allez pas passer devant le tribunal de l'entreprise. Vous êtes un particulier dans ce cadre-là. Hein. Sauf si votre activité, c'est justement d'acheter et de vendre des frigos. Mais je veux dire, sinon, tout ce qui est en rapport avec l'entreprise se fait devant le tribunal de l'entreprise, que vous soyez une personne physique, une profession libérale, un agriculteur, etc. C'est pour ça qu'ils ont élargi la notion d'entreprise et donc ça fait plus de personnes qui vont devant le tribunal de l'entreprise. Tout ce qui est les litiges entre sociétés ou personnes morales de manière générale sont devant le tribunal de l'entreprise aussi, sauf l'État, etc. Ce qui est l'État belge. Hein.
quand on attaque une entreprise, on peut aller devant le tribunal de l'entreprise. Vous vous en souvenez, ça peut-être, je l'avais dit, quand c'est le particulier attaque l'entreprise, il peut choisir d'aller devant le tribunal de l'entreprise. Par contre, quand l'entreprise attaque un particulier, elle ne peut pas. Donc, c'est automatiquement un tribunal civil. Et donc, quand on attaque une entreprise, on peut aller devant le tribunal de l'entreprise. Et puis, il y a des matières spécifiques qui sont toujours devant le tribunal de l'entreprise, comme la faillite, par exemple, c'est automatiquement devant le tribunal de l'entreprise. Tout ce qui concerne les lettres de change, même si on n'existe quasiment plus. Vous avez déjà entendu parler des lettres de change? On en a parlé en compta, des lettres de change. En compta, non. Il n'y a pas un cours où on vous a parlé de ça? J'ai vu il y a très longtemps. Oui, mais ça ne s'utilise quasiment plus et on en parlera notamment avec le factoring dans la deuxième partie qui fait qu'on n'utilise plus beaucoup les lettres de change. Les lettres de change, en gros, mais c'est une chose qui dit toujours, c'était très formel et c'était chiant parce que c'était vraiment très formel, donc, très carré et beaucoup de procédures. C'est pour ça que ça n'avait plus beaucoup de succès dès qu'on a trouvé une alternative. En gros, vous savez que dans le milieu commercial, souvent, quand tu vends quelque chose, c'est payable à 60 jours fin de mois ou 30 jours fin de mois, etc. Donc les délais sont un peu longs. Or, vous avez dû fournir les marchandises et vous avez parfois 30 jours ou 60 jours à attendre avant de récupérer les sous. Donc, ça peut poser un problème de trésorerie, notamment. Et donc, qu'est-ce qui se faisait? C'est qu'on rédigeait une lettre de change, donc il fallait l'accord du débiteur. Et en gros, il reconnaissait devoir la somme d'argent qui était payable à telle date. Et ce document-là, en fait, vous pouviez aller le vendre à quelqu'un d'autre, en fait, pour avoir déjà l'argent tout de suite. Alors évidemment, quand vous le vendiez, si la dette était de 40 000 euros, vous n'allez pas le vendre 40 000 euros, parce que personne n'a intérêt à acheter un truc à 40 000 euros pour récupérer 40 000 euros après. Pas vraiment d'intérêt. Et donc, il allait vous l'acheter à 39 500 euros, par exemple. Donc, vous aviez tout de suite 39 500 euros, et à côté de ça, lui, il allait toucher 40 000 euros à l'échéance. Donc, c'était, voilà. Ce qu'on appelle lui, pardon? les effets de commerce. Ce sont des effets de commerce, ce qu'on appelle à l'époque. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les... Oula, putain. C'est ce qu'on appelle effectivement les effets de commerce, mais comme je dis, qui n'existent quasiment plus actuellement. La batterie. Ah, non, ça... Voilà, donc comme ça, je découvre que Moulet est arrivé, donc je ne savais pas que tu étais arrivé. Désolé pour le retard. Ah, pas de souci. Je prendrai les présences un peu plus tard. D'accord. Alors, il n'y a pas de ministère public, donc il n'y a pas de procureur normalement au tribunal de l'entreprise, sauf dans certaines matières, notamment dans le cadre de la faillite, le procureur va être là. Pourquoi? Parce que parfois il y a des faillites frauduleuses, hein, donc à ce moment-là, il va être là pour représenter l'État. Et alors, si on fait appel du tribunal de l'entreprise, où est-ce qu'on va en appel du tribunal de l'entreprise? Quelqu'un se souvient? Cours d'appel normal. C'est la cour d'appel normale, effectivement, c'est la cour d'appel section civile, parce qu'il n'y a pas de cour de l'entreprise. Ce moment-là. Voilà. Donc voilà. Voilà. J'ai vraiment froid. Vous me laissez 3 minutes que je lance mon feu parce que je suis en train de me congeler en fait. Oui. Je coupe le micro parce que ça va faire un peu de bruit, donc mais je reste. Yasmine, il a dit qu'il a mis les notes de cours. Le prof, il a dit qu'il a mis les notes de cours. Il n'y a pas encore. Laura, On les a pas encore. il n'y a rien sur l'école virtuelle. Il les a pas encore mis, Sandrine. Ah, d'accord. OK. Et est-ce que l'examen va se passer comme prévu, comme lors des premières séances, c'est-à-dire après 5 cours, on a examen? Je ne sais pas si c'est le même Oui. agenda malgré le confinement. On a examen juste avant les vacances de carnaval.
Revoilà. Désolé. Donc, sur l'entreprise, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà dit qu'il y avait les ASBL, les agriculteurs, tout ça. Alors, il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas le droit de devenir des entreprises. Ce que vous savez, comme ça, intuitivement, des personnes qui ne peuvent pas avoir une qualité d'entreprise, qui ne peuvent pas être commerçants, comme on aurait dit avant. Il n'y a pas les ASBL? Alors, les ASBL sont des entreprises maintenant. Hein. Donc maintenant, les ASBL sont des entreprises, justement. Donc, Les mineurs, les incapables, non? Ce genre de choses. Alors, effectivement, les mineurs, alors ils peuvent avoir une activité d'entreprise, mais sous certaines conditions. Donc, effectivement, de base, normalement, ils ne peuvent pas. Effectivement, juste. Mais il y a des catégories de personnes, en fait, mais bon, vous savez peut-être pas, c'est les avocats, les juges ne peuvent pas, les avocats, c'est un peu particulier, mais les juges, notamment les membres de la Cour des comptes, etc., n'ont pas le droit parce qu'on a peur qu'ils utilisent le prestige et le pouvoir que leur donne leur poste pour, de manière anormale dans le cadre de leur activité économique ou commerciale ou quoi que ce soit, en fait. Et les députés, les sénateurs, ils peuvent? Oui, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont une activité encore à côté, mais ils doivent toujours faire attention à des conflits d'intérêts. Hein, donc, ils doivent déclarer des activités à côté, mais il y en a certains qui ont des activités effectivement à côté. Hein, mais... Enfin, ils doivent théoriquement faire attention aux conflits d'intérêts. Et pour les personnes, les hauts grades en armée et la gendarmerie et la police, non? Alors, j'en sais rien. Mais c'est des fonctionnaires, donc il faut savoir que tous les fonctionnaires Interdit de faire peuvent une autre pas- activité lucrative. alors, ils ne peuvent pas faire d'activité commerciale, donc d'avoir une qualité d'entreprise, sauf avec l'accord de leur hiérarchie. Donc, en fait, un fonctionnaire qui veut avoir une entreprise doit demander l'accord de sa hiérarchie. On ne le fait pas en général pour les petites choses, mais c'est vrai que théoriquement, il faut le demander pour chaque activité. Il faut bien se dire ça vient d'une époque où les fonctionnaires étaient considérés comme des personnes, c'était considéré comme le haut du panier. C'était du prestige d'être un fonctionnaire. Hein. On était un représentant de l'État, etc. Donc c'était un poste qui en imposait. Quand on disait à quelqu'un qu'un fonctionnaire, on dit oh waouh. Et donc ça a un peu changé hein, depuis. Et donc voilà. Et donc du coup c'était voilà, il y avait un prestige. Vous aviez une parcelle du pouvoir de l'État aussi dedans. Et donc vous auriez pu déséquilibrer les relations commerciales grâce à ça. Donc voilà, on a voulu éviter. Donc la classe des fonctionnaires interdit aussi. Il faut demander l'autorisation, les fonctionnaires. Il faut l'autorisation de la hiérarchie. Alors, il y a des métiers qui sont enfin, pas protégés, mais qui ont un accès à la profession. Donc, c'est principalement les métiers de la construction et l'ORECA. Hein, donc, je suppose que vous savez qu'il faut un certain diplôme pour pouvoir, certaines qualifications pour pouvoir faire tous ces métiers, notamment les menuisiers, etc. Et il faut un accès à la profession. Et alors, il y a aussi les professions libérales, certaines qui sont protégées aussi, notamment comptable. Hein. Comptable, c'est une comptable fiscaliste. Notaire, effectivement, avocat, mais quasiment toutes les professions libérales sont protégées en fait. Hein. Donc là, il faut effectivement un diplôme bien précis. Parfois, il faut un agrément, pense au médecin ou quoi que ce soit, qu'il faut un numéro d'INAMI ou des choses comme ça, etc. supplémentaires. Donc il y a parfois toute une série. Mais c'est pas toujours si simple que ça de se lancer dans une activité, dans une entreprise. Alors il faut savoir que maintenant les dames ont le droit de démarrer une activité d'entreprise sans l'accord de leur époux. Ils n'ont plus besoin de demander l'accord de leur époux. Je sais que ça paraît évident, mais comme je vous dis, c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc, ne pas oublier quand même que si jamais on estime que l'activité du conjoint risque de causer de préjudice au couple, alors pas parce qu'il passe trop de temps au boulot ou quoi que ce soit, hein, mais parce que il met en danger le patrimoine commun, par exemple, on peut exiger un changement de régime matrimonial et exiger de passer en séparation de biens, même si l'autre n'est pas d'accord. S'il a une activité d'entreprise, donc en tant qu'indépendant, personne physique, donc il met en jeu le patrimoine commun, puisque les revenus professionnels sont communs, si vous vous souvenez.
dans le régime légal, on peut imposer le changement et passer en séparation de biens. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de votre conjoint sans son accord non plus. Voilà. C'est des choses, c'est marrant hein, qu'on ait besoin de les préciser, mais bon, voilà. Alors, en tant qu'entreprise, vous avez quand même certaines contraintes, hein, notamment, on y reviendra plus en détail après, mais des choses que vous n'avez peut-être pas, il faut publier vos conventions matrimoniales. Donc, vous avez démarré une activité d'entreprise, donc commerçant, on va dire. Hein. Vous devez publier votre régime matrimonial, vos contrats de mariage au Moniteur belge. Et si vous vous séparez ou si vous divorcez, vous devez aussi le publier au Moniteur belge. L'idée, c'est qu'en fait, il faut que les personnes qui vont contracter avec vous sachent à quel patrimoine ils ont en garantie finalement. Est-ce que c'est uniquement le patrimoine personnel ou est-ce qu'il y a le patrimoine commun? Donc, ça implique de savoir quel est votre régime matrimonial. Donc, votre contrat de mariage doit être publié si vous êtes, s'il y a des deux époux et commerçants, il sera publié au Moniteur belge. Donc, si vous voulez aller voir le contrat de mariage de gens que vous connaissez, dont un des deux est commerçant, personne physique, ben voilà, faut aller chercher dans les tréfonds du Moniteur belge, mais vous pourrez voir le contrat de mariage qu'ils ont. Vous devrez tenir une comptabilité. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous êtes au courant, c'est un petit peu pour ça que vous êtes là aussi. Donc, les règles de comptabilité. Il faudra s'inscrire à la BCE, la Banque Carrefour Entreprise, on va en reparler après. Et vous devez utiliser les poids et mesures imposés par la loi. Donc, vous ne pouvez pas vendre des galons, vous ne pouvez pas vendre de la corde à la coudée, ni vendre des trucs en pied ou en pouces ou des choses comme ça. C'est un peu particulier parce qu'un étudiant me faisait la remarque dans notamment tout ce qui est des tuyaux d'eau, etc. Les mesures sont mises en pouces, ce qui n'est pas une mesure qui a cours légal chez nous. Et donc, j'ai pas vérifié, mais a priori, normalement, ça devrait être marqué également en centimètres quelque part sur l'emballage, puisque on ne peut pas utiliser ces mesures-là qui n'ont pas cours en Belgique. En Belgique, c'est le système métrique, le kilo et le litre. Donc, on ne peut pas vendre des gallons d'essence. Et je disais la coudée, avant, on vendait des cordes, et donc on disait, ben, voilà, je voudrais bien 5 coudées de cordes, donc c'était 5 tours comme ça. Et si vous tombiez sur un mec avec des petits bras, ben, vous aviez moins de cordes que si le mec avait des grands bras, quoi. Donc c'était un peu, ça s'appelait la coudée. Ça se faisait vraiment, hein, on vendait les cordes à la coudée. Vous devez avoir un compte en banque, on va en reparler aussi. Et vous devez respecter les règles relatives au commerce, notamment les pratiques du marché, l'affichage des prix, le repos hebdomadaire, enfin toutes ces choses-là dont on va parler plus en détail. Donc, il y a toute une série de contraintes quand même quand on démarre une entreprise. Alors, si vous voulez un jour vous démarrer une entreprise, plutôt que simplement faire la compta d'une entreprise, vous voulez peut-être un jour démarrer vous-même votre entreprise. C'est très bien. Mais la question est que vous démarrez une nouvelle entreprise ou est-ce que vous reprenez une entreprise existante? C'est une première question que vous pouvez vous poser. Et puis, si vous démarrez seul, ou est-ce que vous démarrez avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous associez avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous associez avec quelqu'un d'autre en association de fait, donc sans structure particulière, ou est-ce que vous vous associez au sein d'une société ou d'une ASBL, quelque chose comme ça? Donc, il y a toute une série de questions qui peuvent se poser au moment de démarrer. La première chose à faire, c'est déjà voir si vous avez les connaissances professionnelles spécifiques pour faire le boulot. Sinon, vous devrez prendre quelqu'un avec vous. Par exemple, vous voulez ouvrir un café ou un restaurant, mais vous n'avez pas l'accès à la profession de l'ORECA. Il faudra que vous engagiez quelqu'un ou que vous preniez quelqu'un pour la création du truc qui a les accès à la profession à l'ORECA. Parce que sinon, vous ne pourrez pas démarrer votre activité. Idem si vous voulez faire une activité de menuiserie, mais vous n'avez pas la qualification pour être menuisier. Posez problème. Si vous voulez ouvrir un truc de comptable mais que vous n'avez pas encore votre diplôme, il faudra engager un comptable pour moi avoir un accès à la profession là-dedans. Donc ici j'ai la liste, vous l'aurez aussi, de toutes les professions intellectuelles qui sont protégées. C'est tout à l'heure comptable, fiscaliste, juriste, expert comptable, agent immobilier, géomètre expert, psychologue, avocat, notaire, huissier, réviseur d'entreprise, agent de change et gestionnaire de fortune, architecte, toutes les professions médicales et paramédicales sont protégées aussi. Ça fait une belle petite... On est censé vérifier ça, hein, le truc, mais j'ai encore entendu dans un hôpital, ils ont eu un problème, ils avaient un médecin qui n'était pas diplômé de médecine. C'était embêtant. Et c'est en France qu'il y a eu un gars qui a travaillé comme gynécologue pendant 15 ans, je crois, avant qu'on se rende compte qu'il n'avait aucun diplôme. Ouais, c'est en France, c'est arrivé. Ça, donc, pas mal. Alors, la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que je démarre mon activité
en personne physique ou en société? C'est souvent une question qu'on se pose, etc. Si vous deviez démarrer, vous, une activité maintenant, vous démarrez en personne physique ou en société? C'est plus facile en personne physique. Plus facile, pourquoi? Bah, il vous faut engagez moins le d'argent. patrimoine, mais vous engagez tout votre patrimoine. Alors ça, tu es dans les inconvénients, effectivement. Mais Ouais. donc, il y a des avantages dans les deux, il y a des inconvénients dans les deux. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, effectivement, comme disait, c'est Marie qui avait parlé, ou Laura, je ne sais pas, c'est Marie. C'est marié. Oui. Donc, effectivement, c'est plus simple. Démarrer en personne physique, c'est plus simple. Hein. La société, ça demande toute une série de démarches au début, etc. Donc, c'est plus simple. C'est moins cher à créer aussi. Hein. Une société, il y a des coûts, il y a des frais pour la création d'une société, quelle qu'elle soit. Donc, c'est plus rapide. En gros, avec les guichets d'entreprise dont je vais reparler avec, si vous avez les documents nécessaires, vous arrivez au guichet d'entreprise, vous ressortez après 1 heure, votre entreprise est créée. Et ça vous aura coûté, si vous aviez tous les papiers, vous avez fait les trucs avant, ça vous aura coûté 70 euros. Ou non, allez, c'est pas vrai, c'est 85 maintenant. 85 euros et votre entreprise est créée. En société, ça va pas aussi vite et il y a des étapes en plus, clairement. Mais L'avantage aussi, oui. on peut créer des entreprises à 0 euros maintenant. Alors, de toute façon, en personne physique, il n'y a pas de capital minimum, mais on va reparler après, effectivement, des sociétés, mais on n'en parlera pas trop des sociétés, puisque ça reviendra dans le cours de troisième pour les 3 ou 4 escapés qui arriveront jusque-là, puisque vu le nombre qui chute à toute vitesse, je ne sais pas combien il en restera. Mais donc, en droit des sociétés, puisque vous aurez droit des sociétés avec moi l'année prochaine, normalement, si tout va bien. En présentiel, si tout va bien. Oui. Faut y croire. L'avantage aussi en personne physique, c'est que la compta généralement est plus simple, moins compliqué à faire. Enfin, ça n'est pas normalement un problème pour vous. Enfin, ça ne devrait plus l'être, en tout cas à terme. Et vous êtes tout seul à prendre les décisions, donc c'est plus simple aussi. En société, souvent, il y a besoin d'un notaire, il y a souvent un capital minimum, maintenant, c'est plus toujours le cas, on est d'accord. Un plan financier, il y a des statuts rédigés, il faut parfois un rapport d'un réviseur d'entreprise. Quand vous mettez fin à votre activité, il y a aussi des règles particulières à respecter. On n'arrête pas une entreprise, une société comme ça du jour au lendemain, il y a des règles particulières à respecter. Il y a plus de paperasse administrative dans une société, clairement. Les obligations comptables sont plus complexes. À tel point que dans certaines structures, vous aurez même besoin d'un juge-commissaire en plus. Hein, donc, juge-commissaire, non. Un commissaire. Commissaire aux comptes. Ouais, voilà, en plus, dans les grosses structures. Il y a des organes aussi dans les sociétés qu'il faut respecter. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est à la création. Voilà. Maintenant, il y a, comme disait Moulay, il y a aussi la question de la responsabilité. C'est-à-dire que quand ça foire en personne physique, tu es responsable sur ton propre patrimoine. Et donc, tu peux te retrouver à tout perdre. Quand tu es dans le cadre d'une société, en tout cas pour les sociétés à responsabilité limitée, si ça foire, je vais dire c'est pas grave, tu ne perds que ce qui a été engagé dans la société. Et donc ton patrimoine personnel n'est pas touché. Alors il y a quand même, c'est pas tout à fait vrai ni dans un sens ni dans l'autre. Depuis 2007, quand vous êtes en personne physique, vous pouvez protéger votre maison dans le cadre de votre activité. Donc il faut faire une déclaration chez le notaire en fait, disant que votre maison ne fait pas partie du gage de votre activité commerciale, de votre entreprise. Donc c'est uniquement la résidence principale, et ça va pour toutes vos maisons. Hein. Donc c'est pour protéger votre habitation, en fait, l'endroit où vous vivez, votre résidence principale, donc pas le domicile, la résidence principale. Voilà, c'est une déclaration à faire devant le notaire, donc qui est publique, mais c'est juste pour dire voilà, que vous mettez la maison hors du champ d'action de votre activité. Donc c'est déjà un stress en moins, finalement, vous risquez pas de perdre votre maison, même en étant personne physique. Dans une société à responsabilité limitée, vous n'êtes pas toujours dégagé de votre responsabilité sur votre patrimoine personnel, puisque si, on en reparlera plus en détail l'année prochaine, mais si votre plan financier, par exemple, n'était pas suffisant, on peut revenir sur votre patrimoine personnel. Si vous avez fraudé, on peut aussi revenir sur votre patrimoine personnel. Donc, ce n'est pas totalement une exonération, un dégagement, on va dire, de votre responsabilité sur votre patrimoine personnel. Mais c'est vrai qu'on a théoriquement quand même une responsabilité moins de risque, en tout cas, dans le cas d'une société. S'il vous plaît, on peut engager aussi le patrimoine commun. Le patrimoine commun, mais si tu le fais en personne physique et que tu es marié sous le régime légal, effectivement, tu vas engager aussi le patrimoine commun dedans. Oui, tout à fait. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le patrimoine commun fait partie des revenus. Les revenus professionnels font partie du patrimoine commun dans le régime légal. Donc, effectivement,
tu les engages en positif et en négatif. Et donc, au niveau fiscal, puisque c'est souvent pour ça que les gens vont en société, au niveau fiscal, l'avantage, c'est que vous avez déjà eu un petit peu d'infos là-dessus, mais l'impôt des sociétés, il est plus bas que l'impôt des personnes physiques. Tu disais, Moulay? Léger. Léger, comparé à d'autres pays qui nous entourent, il n'est pas si léger que ça, mais en tout cas, il est quand même moins élevé que l'impôt des personnes physiques. Donc, l'impôt des personnes physiques peut aller jusqu'à 50%. Il n'y a plus la tranche à 55%, hein, c'est limité à 50%, si je me souviens bien. Vous avez eu l'IPP l'année dernière, donc vous deviez le savoir, ça. C'est combien le taux maximum en IPP? 50 ou 55? Je crois que c'est 50. Hein. 50. D'accord. 50. Ouais. Vous n'avez pas l'air plus convaincu que ça, mais enfin bon, je le dirai à monsieur Dachet, monsieur Germain. C'est-à-dire qu'il y a des changements cette année-là. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, quand on commence à gagner beaucoup, on arrive à un taux marginal qui peut de 50% assez facilement, et un taux moyen, on arrive assez facilement à un taux moyen qui va dépasser les 32-33%. Or, l'impôt des sociétés maintenant a baissé, donc il était pendant tout un temps à 33,99. Mais maintenant, dans toute une série de cas, il est beaucoup plus bas. Hein. Il est, je ne sais plus combien, dans les 25, je pense. Vous avez déjà eu ISOC ou pas? Vous n'avez pas encore eu ISOC? Si? C'est combien maintenant le taux d'impôt des sociétés? On n'en est pas encore là. 39, 30. Avant, il était à 33,99, mais maintenant, il y a un taux réduit dans beaucoup de cas, parce que le problème, c'est qu'il y a les pays sociétés, oui. Les micro-sociétés, il y a des cas. Plus que ça, il y a pour beaucoup de sociétés, maintenant, il est à 25, quelque chose comme ça. Parce il y a trop de concurrence des pays autour de nous. Hein, donc, c'est le problème. Enfin bref, quand on commence à gagner beaucoup d'argent, c'est pour se retrouver avec un taux moyen de 40 ou de 45% en personne physique, on va avoir tendance à vouloir passer en société là-dedans. Maintenant, il y a eu un très beau TFE à l'époque qui a été fait il y a quelques années sur un passage d'une personne physique en SPRL. Hein, grand classique du sujet de TFE bateau par excellence, on avait eu 1000 fois. Et donc, c'est pour base d'un cas réel. Hein, et à la fin de son TFE, elle arrive au truc, il dit bon, je conseille à monsieur de passer en société. Hein. Fait toute la simulation et tout. Il gagnait, le gars, je crois que c'était 60 € par an, grâce à son passage en société. Effectivement, le taux d'impôt était plus bas, mais il y a toute une série de frais en plus qui s'étaient mis parce qu'il était en société. Toutes les contraintes en plus qu'il allait avoir, et elle conseillait au gars de passer en société pour gagner 60 € par an. Avec toutes les contraintes qu'il y avait donc de la société, etc. Donc on lui a un peu dit que c'était peut-être pas tout à fait un bon conseil à donner. Que pour ça, donc les gens ont tendance à penser je vais toujours aller en société parce que je vais y gagner au niveau fiscal. Et quand on fait les calculs, etc., il faut déjà gagner pas mal pour que ça ait un intérêt. Donc c'est pas nécessairement toujours le bon calcul de se mettre en société tout de suite. Parfois c'est pas rentable. Un des avantages de la société, c'est que parfois c'est plus facile de faire appel de fonds, hein, pour trouver des bailleurs de fonds, des gens qui vont investir de l'argent, etc. C'est plus facile dans le cadre d'une structure de société que quand on est en personne physique. C'est plus compliqué. L'inconvénient de la société, souvent, c'est qu'on est plusieurs, mais qu'il faut pouvoir s'entendre à plusieurs. Il y a plein de sociétés qui tombent en faillite, pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, pas parce que l'activité ne va pas, mais parce qu'ils se disputent entre eux. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent, à tel point qu'il y a même une procédure où on peut aller devant le tribunal de l'entreprise pour demander au juge de désigner quelqu'un pour gérer l'entreprise de temps que les patrons s'entendent entre eux, finalement. Les administrateurs. Les associés, oui. Et alors, un autre élément à prendre en compte, c'est la continuité de l'entreprise. Quand vous décédez ou quand vous voulez arrêter votre entreprise, pour faire passer, par exemple, aux héritiers, c'est beaucoup plus facile dans le cadre d'une société. Vous pouvez transmettre des parts, donc chacun aura un tiers des parts, que quand c'est une entreprise en personne physique, c'est beaucoup plus difficile de diviser ça entre les enfants ou quoi que ce soit. Donc, au niveau successoral, ça peut être plus compliqué. Ou dans l'inventaire GA par rapport aux autres, c'est beaucoup plus compliqué aussi.
Tandis que quand c'est dans le cadre d'une société, là, on sait vraiment, on peut transmettre les parts, on peut donner la majorité à A, etc. Enfin, voilà, on a beaucoup plus de marge. Et alors, il faut savoir qu'en plus, il y a des taux, on verra en succession, mais il y a des taux réduits qui peuvent aller jusqu'à 0% dans le cadre de la transmission de l'entreprise familiale aux héritiers. Voilà. Je l'ai déjà dit. Alors, si vous voulez reprendre une entreprise plutôt que de créer une nouvelle entreprise, ça peut être un bon calcul, hein, parfois, de reprendre l'entreprise plutôt que de créer. Vous pouvez notamment racheter un fonds de commerce. C'est une possibilité qui existe de racheter le fonds de commerce. Alors, le problème de rachat de fonds de commerce, c'est d'estimer la valeur du fonds de commerce. Donc, c'est toujours assez compliqué à estimer. Parce que dans le fonds de commerce, donc, il y a évidemment les outils, le matériel qu'il peut y avoir dedans. Le stock, normalement, on ne le comprend pas. Enfin, il est à part, en tout cas, des fonds de commerce. Mais il y a aussi le bail commercial, le droit au bail commercial qui va être estimé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le pas de porte, par exemple. Le pas de porte, c'est l'endroit où il est situé. S'il est bien situé ou pas bien situé. Voilà, donc boulevard d'Avroy à Liège, c'est sûrement plus intéressant qu'au fin fond de Saint-Léonard, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Liège, ou de Bressoux ou de Droix, ça va se vendre, voilà. Le fonds de commerce se vendra différemment. La clientèle qui se revend, mais qui c'est très aléatoire aussi, parce que quelle part de la clientèle va rester fidèle au lieu et quelle part de la clientèle va peut-être suivre le gars s'il rouvre ailleurs. C'est un peu compliqué aussi. Donc l'enseigne, le nom, parfois tu peux garder le nom. Hein, vous avez déjà certainement vu ça avec des restaurants dont qui est revendu, mais le nom reste le même. Mais la qualité de la nourriture, par exemple, n'est plus la même après. Mais on bénéficie du coup de la réputation, du nom, etc. de l'ancien, tant que les gens ne se sont pas rendus compte que c'était plus les mêmes aux manettes. Ça a été un peu le cas avec la société Galère. Alors, ouais, mais Galère, c'est encore un peu particulier parce que c'est le personnel est resté le même. Hein, les gens qui font les trucs. C'est un cas un peu particulier avec Galère. Tu parles de société Galère, tu parles des chocolats, pas de l'entreprise de construction. Oui, la société chocolat. Oui, mais en fait, oui. C'est l'injection de l'argent pour redémarrer, pour restructurer. Oui, maintenant, c'est un cas compliqué parce qu'il râle beaucoup, mais c'est lui qui l'a amené, qui l'a laissé venir, qui lui a refilé la majorité, et puis après, il est plus content. Enfin, c'est une histoire un peu rocambolesque. Voilà. Maintenant, normalement, la qualité reste la même, c'est les mêmes artisans. Le personnel n'a pas changé en soi, donc c'est juste la tête du pouvoir, on va dire, qui a changé. Donc, j'ai pas été tester les chocolats Galère avant, après. Je ne sais pas faire un comparatif. Je ne sais pas s'il y a des fans de chocolat qui vont peut-être me dire que le goût a changé. Je ne sais pas. C'est possible. Mais... C'est seulement pour sauver l'entreprise. Pardon, j'ai pas compris. C'est seulement pour sauver l'entreprise parce qu'il est sur la porte de la faillite, des pertes successives des années. Ah, c'est possible. Je n'ai pas étudié la comptabilité de Galère, mais c'est possible. Oui. Parfois, on a des surprises. Il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle celui qui faisait les meilleures pâtisseries de Liège. Comment est-ce qu'il s'appelait? C'est pas Grouffy, mais c'est un truc comme ça. Il y a quelques années de ça, un pâtissier, il faisait des trucs, des tueries. Et est tombé en faillite. Et vous vous demandez comment c'est possible. Ça marchait à crever, son truc. Donc, il était en personne physique, mais monsieur avait la passion pour le jeu. Et donc, il jouait, il claquait tout. Et donc, il est tombé en faillite parce qu'il claquait tout dans le jeu, en fait. Et donc, voilà. Donc, très bon pâtissier, mais voilà. Il avait, donc, parfois, ça n'a rien à voir avec l'activité. Mais donc voilà. Donc, racheter un fonds de commerce, c'est pas toujours évident. Et l'estimation est compliquée à faire. Et donc, parfois, on va justement étudier la comptabilité à ce niveau-là. Il y a des certificats à demander, des certificats pour les dettes fiscales, pour les dettes ONSS, etc. Des certificats qui ne sont valables qu'un mois, qui permettent d'assurer qu'il n'y a aucune dette fiscale qui traîne, puisqu'il faut savoir que quand on rachète un fonds de commerce, on est responsable des dettes fiscales avec les dettes fiscales qu'il y avait avec le truc à qui on a racheté. Donc, le vendeur et l'acheteur. Il y a aussi les astuces de la comptabilité. Oui, tu veux dire la comptabilité analytique, on triche dans tous les sens, mais d'où l'intérêt d'avoir un bon comptable pour faire une analyse des comptes, voire un réviseur d'entreprise pour analyser les comptes et vérifier que
qu'on ne se fait pas avoir, effectivement, avec la comptabilité. Parce qu'avec la comptabilité analytique, c'est parfois assez comique. Il y a quelque Vous avez chose déjà eu? qu'on fait, un délit de la pente, quelque chose qu'on peut, des experts qui en arrivent à découvrir. Non, mais vous avez entendu le truc en Allemagne, c'est quand même extraordinaire. Ça, une grosse entreprise en Allemagne qui a perdu des milliards, mais alors ils les ont perdus comment? Ils les ont perdus dans leur compta. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leur compta analytique, à un moment, ils ont perdu, mais je crois que c'est 5 milliards en fait. Et ils les retrouvent pas. Donc ils ont perdu dans la compta 5 milliards. Ouais, ouais, mais l'entreprise est au bord de la faillite à cause de ça. Tu m'étonnes. Mais en fait, c'est que dans la compta qu'elle est perdue, mais elle est perdue dans la compta analytique. Généralement, avec la compta analytique, on fait apparaître de l'argent qui n'existe pas. J'ai un ami qui travaille qui est dans le milieu un peu, mais qui travaille dans une banque, et son service, en fait, va disparaître et il va être mis au sein d'un autre service. Donc, en fait, il y a le même nombre de personnes, vont faire exactement la même chose comme boulot, il n'y a rien qui change, mais on les change de service. Eh ben, ça fait des bénéfices dans la compta analytique. Donc, il n'y a rien qui change. Ils ne vont même pas changer d'endroit. Ils vont rester au même local, mais ils vont être transférés à un autre service, officiellement. Et ben, du coup, ça dégage un bénéfice. C'est les miracles de la compta analytique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à des trucs. Et il y a une entreprise en Allemagne, donc je dis, qui a bien ennuyé avec ça. Vous cherchez, je crois que vous pourrez trouver ça sur Google, à mon avis, cette histoire-là des milliards perdus dans la compta analytique. Je suis quasi sûr que c'est en Allemagne. Il n'y a pas tellement longtemps, c'est il y a quelques années. Il y a aussi de la comptabilité normale, monsieur, si vous permettez. Oui. La surévaluation du patrimoine de l'entreprise, par exemple les terrains, les bâtiments, ça aussi, ça provoque des... Oui, mais normalement, tu fais appel à la révision d'entreprise pour l'estimation de... Ils font des surévaluations qui ne sont pas justifiées. Mais c'est là que tu fais appel à la révision d'entreprise, notamment pour estimer les biens. Hein. Parce que lorsqu'on voit leur valeur sur le terrain, on ne trouve pas en comparaison avec ce qui est en comptabilité. Mais il faut faire attention, hein. Effectivement, quand on rachète un fonds de commerce, il faut vraiment attention à ça. Oui, enfin voilà. Alors, la Banque Carrefour Entreprise, quelques petits mots sur la Banque Carrefour Entreprise. Donc, c'est une simplification qui date de 2003. Alors, c'est plutôt bien fait. Donc, on ne parle plus de registre de commerce. Ça n'existe plus, le registre de commerce. Si vous parlez encore de registre de commerce, c'est fini depuis 2003. Ça n'existe plus depuis 2003, le registre de commerce. Donc, la Banque Carrefour Entreprise, donc, alors, elle a les mêmes initiales que la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est BCE. Donc, qu'est-ce que c'est que la Banque Carrefour Entreprise? En fait, c'est une banque de données, hein, c'est une banque au niveau banque de données, qui regroupe toutes les entreprises en Belgique. Donc, toutes les personnes morales. Et donc, personnes physiques et personnes morales. Donc, toutes les entreprises et toutes les personnes morales. C'est, en fait, il y a un numéro qui vous identifie à la Banque Carrefour Entreprise, ça s'appelle le numéro unique d'entreprise. Donc, quand vous démarrez votre activité, vous allez obtenir un numéro unique d'entreprise, qui est un numéro à 9 chiffres. Qui est en fait le numéro de TVA avec un chiffre en plus. Je recherche exactement si c'est bien 9 chiffres ou 10 chiffres. Non, c'est 10 chiffres. Le numéro de TVA, c'est 9. Donc, c'est 10 chiffres, c'est le numéro de TVA avec un chiffre en plus. Et donc, l'avantage de ce numéro-là, c'est qu'en fait, c'est comme votre numéro de registre national, en fait, pour une personne physique classique. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un numéro et on sait retrouver toutes les informations qui concernent l'entreprise là-dedans. Donc, tout est centralisé au niveau de la Banque Carrefour Entreprise qui va regrouper toute une série d'informations, notamment sur les jugements qui ont été portés contre cette entreprise-là, ses statuts, ses comptes, etc. Donc, toute une série d'informations vont être regroupées là-bas d'une façon ou d'une autre. Et donc, Carrefour, c'est-à-dire le carrefour de toutes les informations concernant l'entreprise qui vont se retrouver à cet endroit. Voilà, donc c'est un truc qui fonctionne assez bien. C'est plus simple que l'ancien fonctionnement du registre de commerce. Et toute ASBL, même entreprise étrangère qui veut fonctionner en Belgique, va devoir s'inscrire à la Banque Carrefour Entreprise. Le droit d'inscription est, je pense, donc de 85 €, si je me souviens bien actuellement. Moi, j'ai une vieille version ici
Moi, j'ai 77, mais je pense que c'est 85 € et que les modifications coûtent 50 € en fait. Il faut faire une modification dedans, c'est 50 €. C'est pas trop cher. Hein. Maintenant, le numéro d'entreprise ne remplace pas tout. Hein. Vous devrez toujours, par exemple, vous immatriculer à la TVA aussi. Hein. Donc ça n'empêche pas et demander des licences, des agréments ou des choses comme ça. Il faudra encore le faire. Donc votre numéro d'entreprise, il y en a un, mais par contre, vous pouvez avoir plusieurs antennes, plusieurs établissements. Hein. Par exemple, prenez des magasins, je sais pas, Colruyt par exemple, ils ont un numéro d'entreprise pour la Belgique, mais il y a évidemment plein d'établissements. Chaque établissement va avoir un propre numéro à lui, qui sera un numéro d'établissement. Donc en fait, c'est comme le numéro de TVA, finalement, d'une certaine façon, mais le premier chiffre. Donc, pour les numéros d'entreprise, ça commence par un 0, par un 1, et pour les numéros d'établissement, ça commence par un chiffre entre 2 et 8, en fait. Donc ça, c'est juste les implantations, en fait, pour distinguer les différentes implantations. Hein, donc, alors, le numéro d'entreprise, le numéro d'établissement, c'est plutôt interne, on va dire. Mais le numéro d'entreprise, lui, c'est vraiment un numéro qui doit apparaître sur tous les documents. Donc, quand vous traitez avec une entreprise, etc., vous verrez que chaque fois, il mettra son numéro d'entreprise. C'est une obligation de le communiquer à chaque contact avec les autorités administratives, judiciaires, sur les documents sortants. Donc, quand ils font une facture ou quoi que ce soit, ils doivent mettre leur numéro d'entreprise. Sur un devis, ils doivent faire un numéro d'entreprise, etc. Ils doivent mettre leur numéro un petit peu partout. Alors, vous n'êtes pas en contact directement avec la banque, vous n'avez pas toqué à la banque carte d'entreprise, bonjour, je viens m'inscrire, etc. Il y a un intermédiaire, évidemment, qui s'appelle le guichet d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des guichets d'entreprise. Ils ont été créés à la même époque, en 2003, c'est des ASBL, en fait, qui servent d'intermédiaire. Alors, quand on a créé ce système-là, il y en a plein, tout le monde s'est mis à créer des guichets d'entreprise, donc il y en avait plein à Liège, maintenant je crois qu'il n'en reste plus que 5 ou 6. Alors, Securex en a un, Partena en a un, l'UCM en a un. Les deux autres, je ne me souviens plus à quoi ils étaient affiliés, mais on est souvent dans le cadre de secrétariats sociaux, hein, parce que ça se recoupe un petit peu aussi. Hein, donc, ils font des services un peu au même type de personnes. Donc, le guichet d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il va inscrire. En fait, il va vous inscrire à la BCE. Donc il va devoir vérifier que vous avez bien les conditions pour vous inscrire, donc notamment que vous avez bien les accès à la profession nécessaires. Hein, donc, que vous avez les autorisations, les agréments nécessaires si nécessaire. Ils vont percevoir les sous au nom de l'État, donc les fameux 85 € dont je vous parlais, hein, ils vont percevoir les... Et ils vont en échange donc vous inscrire à la BCE, vous donner votre numéro d'entreprise. Ils vous donneront des petits conseils aussi, ils sont censés vous conseiller, vous accompagner, vous guider dans la création, etc., dans les documents à faire. Voilà. Alors, ils peuvent vous fournir d'autres services, les guichets d'entreprise, qui notamment vous inscrire à la TVA. Donc, ça vous évite d'aller à la TVA pour vous inscrire. Maintenant, évidemment, ces services-là ne sont pas tarifés obligatoirement et donc il ne faut pas ça bénévolement. Et donc, c'est avoir d'un guichet à l'autre les coûts. Et il y a une concurrence à faire, enfin, parfois à comparer, parce que parfois les coûts peuvent être quand même assez différents, assez importants. Donc, si vous cherchez sur Internet, j'avais été regarder les tarifs. Et je ne sais plus quel guichet a trouvé, il y avait au moins une 50aine d'actes différents qui peuvent poser pour vous. Hein. Ça va de demander l'agrément pour un service de gardiennage ou des choses comme ça, donc ils peuvent faire toute une série de démarches pour vous, mais chaque fois avec un coût. Et donc là, il y avait les grilles tarifaires de tout ça, on peut faire ça, et combien ça coûte à chaque fois. Vous trouvez assez facilement ça sur Internet si ça vous intéresse de voir un petit peu. Et souvent, ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous inciter à venir chez eux pour d'autres services, c'est-à-dire par exemple pour un secrétariat social. Hein. Donc Securex, ils font le guichet d'entreprise, c'est pas pour gagner de l'argent avec le guichet, c'est surtout pour attirer les gens dans leur secrétariat social. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'ils font, le secrétariat social va s'occuper de gérer notamment les salaires, les congés, etc. Donc c'est tout ce qui est les pécules, etc. Donc où on engage pas mal, on engage des comptables aussi d'ailleurs là-dedans. Peut-être pas le boulot de rêve, mais voilà. Donc voilà, donc les guichets d'entreprise, donc voilà, donc je pense que c'est alors ça fonctionne bien, il faut dire, c'est une simplification qui a été faite donc en 2003, et donc en gros, vous pouvez débarquer au guichet d'entreprise, vous avez déjà votre numéro de TVA par exemple, vous avez déjà fait la démarche avant, vous arrivez au guichet d'entreprise, et vous dites voilà, je veux démarrer mon activité, et le guichet, hop, vérifie que vous avez bien vos accès, etc. Il vous donne votre numéro, il perçoit les 85 €, et voilà, votre entreprise est créée. Donc ça prend 1 heure à tout casser, si vous avez tous les documents avec vous. Donc ça peut aller assez vite. Donc, c'est une vraie simplification, parce qu'avant, il faut bien vous dire, avec le registre de commerce, avant, donc il fallait aller au greffe du tribunal de commerce à l'époque, et alors il y avait la file pour rentrer au greffe pour aller s'inscrire,
inscrire ou pour faire une modification. Et alors, parfois, vous arriviez le matin, vous arriviez à 9h30 du matin, il y avait la file, et puis à 12h30, on disait, voilà, on ferme pour midi, tout le monde dehors, et tu devais recommencer la file l'après-midi, et puis parfois, tu passais pas non plus l'après-midi, et donc tu devais revenir le lendemain. Il y avait parfois des gens qui venaient 2 ou 3 jours d'affilée pour essayer de rentrer, de faire des modifications, de s'inscrire au registre de commerce. C'était un petit peu la galère. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. En ligne. Parfois, ils font des choses bien, il faut le dire quand ils font des choses bien. Donc je vais déjà bientôt avoir fini ce que j'avais prévu de voir aujourd'hui. Donc, oui, ça va très, très vite. Donc, c'est vraiment un peu le fourre-tout et les trucs qui sera plus structuré à partir de la semaine prochaine. Ici, je varie un petit peu. Donc, imaginez que vous vouliez démarrer votre activité. On va un petit peu faire le tour de tout ce qu'il faut faire comme étape dans l'ordre pour démarrer une activité, une entreprise. Donc, la toute première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte en banque distinct pour votre activité. Donc, si vous m'entendez toujours? Parce que Ça a coupé. Pardon? Ça a coupé, on ne vous entendait plus. Mais maintenant, c'est bon. Oui, maintenant, c'est bon. Ça va. C'était le switch entre mon oreillette et le téléphone. Donc, ouvrir un compte en banque. Donc, si vous ne le faites pas, déjà, vous aurez une amende. C'est un compte distinct du compte privé. Alors que vous allez me dire, oui, mais l'entreprise n'est pas encore créée, donc comment est-ce que je fais pour ouvrir? Vous pouvez, auprès des banques, ouvrir un compte au nom d'une entreprise en formation. C'est quelque chose qui est prévu. Ou idem pour une société. La société n'est pas encore créée, mais on ouvre un compte au nom d'une société en formation. C'est quelque chose qui est prévu dans les banques, qui est tout à fait possible de faire. Voilà. Si vous ne mettez pas votre numéro de compte sur les documents sortants, notamment sur une facture, vous ne pourrez pas réclamer d'intérêt de retard. Donc, le numéro de compte, c'est important. Et il faut le mettre un petit peu partout. Et donc, il faut ouvrir un compte distinct. Donc, c'est bien en personne physique, mais en société aussi. Tu dois avoir un compte au nom de la société. En personne physique, tu dois avoir un compte distinct de ton compte personnel. Pour ne pas qu'il y ait confusion avec ton patrimoine, en fait. Pour ne pas que tu confonds, tu mélanges ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel. Tu voulais dire quelque chose, Moulay? Non, c'est ça. Compte professionnel, je voulais dire compte professionnel. Alors, après, donc, vous avez votre compte en banque, donc vous passez maintenant au guichet. Vous allez, donc, juste le guichet pour le minimum de ce qu'il doit faire. Donc, vérifier si l'activité n'est pas protégée ou si vous avez bien vos agréments. Vérifier que vous avez connaissance de gestion. Et puis, vous inscrire en tant qu'entreprise et au niveau de la BCE. Et vous donner votre numéro. Après, vous allez à la TVA. Donc, quand vous voulez une activité économique, il faut vous inscrire à la TVA. Donc, vous pouvez faire par le guichet. Si on va au guichet, ils doivent quand même nous donner notre numéro d'entreprise. Mais vu que le numéro d'entreprise, c'est fait avec le numéro de TVA, il ne faudrait pas s'inscrire à la TVA avant d'aller au guichet? Non, non, parce qu'à ce moment-là, le numéro de TVA sera donné sur base du numéro d'entreprise, j'imagine. Mais tu n'es pas obligé d'aller à la TVA avant. Non. Maintenant, comme je vous dis, la plupart des gens ne vont pas refaire la démarche d'aller eux-mêmes à la TVA. Ils vont demander au guichet d'entreprise de les inscrire à la TVA en même temps. Maintenant, c'est pas cher, c'est pas 200 ou 300 euros. Ça va être, je sais pas moi, 40 euros. Je sais plus, j'ai regardé les tarifs, mais j'ai oublié. C'est peut-être 40 euros ou 30 euros. Donc pour 30 euros, tu vas pas chipoter. Tu vas leur demander, allez, inscrivez-moi à la TVA aussi. Et c'est déjà du temps gagné aussi, parce que je sais pas comment ça se passe, l'inscription à la TVA concrètement. Mais si tu dois aller sur place, etc. Enfin, là, tu es au guichet, tu dis, allez, inscrivez-moi, c'est fait. Ils font ça tout le temps en plus. Donc, numéro de TVA, ben voilà, vous aurez des cours de TVA, on vous dira exactement ce que vous devez faire avec votre numéro de TVA, etc. Vous avez déjà eu des cours de TVA? Pas encore, c'est plus tard. Vous allez devoir vous affilier à une caisse sociale, une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. C'est une obligation aussi. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez vous inscrire à une mutuelle. Normalement, tout le monde est inscrit à une mutuelle. Alors, parfois, forcément, les guichets d'entreprise, ils ont souvent une mutuelle à proposer aussi. Ils sont souvent attachés à une mutuelle en lien. Ils ont une caisse d'assurance sociale aussi. La caisse d'assurance sociale, c'est vous versez vos cotisations sociales en tant qu'indépendant. Mais généralement, ils fournissent un peu tous les services. Donc, ils essayent de vous vendre le package, évidemment. Logique. Et avoir une protection juridique, c'est obligatoire aussi quand on ouvre une société, ou c'est pas nécessaire? Est-ce que tu as pas une protection juridique? Je sais pas, en cas de problème pour la société, qu'il y ait des frais d'avocat ou je ne sais pas. C'est pas du tout obligatoire. Ok.
Non, c'est pas... tu peux, hein, mais non, il n'y a pas... Non, c'est juste ce que j'ai dit ici qui est obligatoire. Là, si vous créez une société, il y aura l'obligation de passer devant un notaire. En tout cas, si vous voulez faire une société à responsabilité limitée, puisque là, il faut obligatoirement un notaire. Si c'est une société à responsabilité illimitée, donc sur votre patrimoine personnel, il n'y a pas l'obligation de passer devant un notaire. On fait rarement les sociétés à responsabilité illimitée. Généralement, le but d'une société, c'est aussi de se protéger. Donc, avec plan financier et tout, on reparlera de ça plus en détail l'année prochaine. Donc là, c'est encore tout simple. Maintenant, imaginez que votre activité démarre et que vous dites, tiens, je voudrais bien engager quelqu'un pour me seconder parce que je suis un peu débordé. C'est là que ça devient compliqué. Parce que le premier engagement que vous faites, c'est à pleurer. C'est dissuasif, hein, honnêtement, le nombre de démarches qu'il y a à faire quand vous engagez votre première personne. Il y a des choses qui, à partir de la deuxième, il ne faut pas refaire, mais pour la première, c'est compliqué. Donc la première chose à faire, c'est de vous inscrire à l'ONSS quand vous voulez engager quelqu'un. Parce que vous allez devoir verser des cotisations sociales en tant que les fameuses cotisations patronales et puis des cotisations sociales pour le travailleur aussi, hein, donc, au nom du travailleur. Donc, vous inscrire à l'ONSS en tant que patron. Vous pouvez le faire par le guichet d'entreprise aussi, hein, ça évidemment. Hein, donc ça fait partie des services qui peuvent vous fournir aussi. Il va falloir vous affilier à une caisse pour les allocations familiales. Une caisse. Donc, allocation familiale. Il faut, si vous avez des travailleurs ouvriers, il faut vous affilier à une caisse de vacances annuelle. Si vous vous souvenez de droit social, les ouvriers, ce n'est pas l'employeur qui paye les vacances, c'est une caisse, et donc l'employeur doit s'affilier à une caisse à ce niveau-là. Donc, ça peut être l'ONVA ou une caisse particulière. Je disais une caisse pour les allocations familiales, même si le travailleur que vous comptez engager n'a pas d'enfant, hein, peu importe. Il faut que vous preniez une police d'assurance contre les accidents de travail. Une assurance agréée, donc je vous rappelle aussi de droit social que vous êtes obligé d'assurer les accidents de travail. Sinon, vous pouvez voir votre entreprise même mise en liquidation forcée, hein, si vous n'avez pas de police pour les accidents de travail. Et normalement, tous vos travailleurs doivent être assurés auprès de la même compagnie d'assurance, normalement. Jusque-là, rien de très surprenant, mais ce n'est pas fini. Il doit d'être fini. Vous devez créer un SIPP. Est-ce que vous connaissez le SIPP? Le Service interne de prévention et de protection au travail. C'est une espèce de conseiller en sécurité interne, on va dire. Et vous devez nommer un conseiller en prévention. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si c'est une entreprise de moins de 20 travailleurs, l'employeur peut lui-même exercer la fonction de conseiller en prévention. Mais bon, il y a quand même des rapports à rendre et des choses à faire, etc. Donc, il faut un service interne de prévention et de protection au travail, mais il faut aussi faire appel à un service externe de prévention et de protection au travail, le SEPP. C'est notamment pour faire les examens médicaux ou les vaccins obligatoires, etc. Donc, même si vos travailleurs ne vont pas être soumis au mois d'examen médical obligatoire ou vaccin, n'empêche qu'il faudra quand même vous affilier à SEPP, service externe de prévention et de protection au travail. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi vous affilier au fisc, au bureau des contributions directes, de perception des contributions directes, parce que vous allez retenir du précompte professionnel sur le salaire de votre travailleur, hein, une avance sur impôt pour lui, vous allez devoir reverser au fisc. Donc, il faut évidemment vous inscrire auprès du fisc pour leur dire, voilà, et qu'ils vous disent, attendre à ce que vous versiez l'argent. À noter qu'un des grands classiques quand une entreprise est un peu en difficulté, c'est que s'ils arrêtent de payer les fournisseurs, ils n'ont plus de matières premières pour travailler. Si vous arrêtez de payer les travailleurs, ils vont arrêter de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour économiser un petit peu quand on est en difficulté? On arrête de verser les cotisations patronales à l'ONSS ou le précompte au fisc. Disant que les travailleurs ne verront pas la différence, ils ont toujours leur salaire net, les fournisseurs sont toujours payés. C'est un hyper mauvais calcul parce que d'abord, les pénalités sont carabinées, notamment au niveau de l'ONSS, les pénalités sont monstrueuses. Hein, c'est du style un jour de retard, 1000 € d'amende. Hein, c'est des trucs comme ça. Donc, des chiffres au hasard, mais enfin, je vais vous dire, c'est totalement dissuasif, on va dire. Et quand je dis un jour de retard, il faut savoir que l'argent, par exemple, les cotisations sociales, c'est trimestriel, hein, que vous devez payer. C'est pour le dernier jour du trimestre. L'argent doit être sur le compte pour le dernier jour du trimestre. Donc, le 31 mars, l'argent doit être sur le compte de l'organisme.
S'il arrive en avril, par exemple, du 31 mars, c'est 500 € d'amende. Donc, ça ne rigole pas. Donc, ne pas verser les cotisations sociales ou au fisc, c'est vraiment une mauvaise idée parce que d'abord, vous allez avoir des grosses pénalités. Et deuxièmement, c'est l'ONSS, je crois que c'est le créancier qui demande le plus de mise en faillite, en fait. Donc, c'est eux qui demandent souvent la mise en faillite des gens, des entreprises qui ne respectent pas les trucs. Donc, c'est un très mauvais calcul. Hein, donc, il ne faut pas Donc, vous vous inscrivez au fisc, vous établissez un registre de personnel, hein, puisqu'il faut un registre du personnel, évidemment. Hein. Vous rédigez patiemment et en réfléchissant bien un règlement de travail que vous devez afficher et mettre à disposition de vos travailleurs, hein, puisqu'il faut un règlement de travail. Si votre travailleur, c'est son premier emploi, il va falloir lui demander un numéro de pension. Hein, il va falloir faire un contrat écrit, enfin, sauf si vous comptez l'engager en CDI temps plein, si vous vous souvenez, hein, on peut faire un contrat de travail oral, mais enfin, en pratique, on ne le fait pas, donc il va falloir faire un contrat de travail écrit. Ce qui ne se fait pas en 5 minutes, hein, on n'improvise pas un contrat de travail, on va prendre ses renseignements, on va peut-être télécharger des modèles sur Internet, on va peut-être les adapter, on va réfléchir, parce que faut bien faire attention à ce qu'on met dans un contrat de travail. Hein, donc, voilà. Alors, il faut s'affilier à une commission paritaire. Vous vous souvenez aussi, commission paritaire? Oui, vous vous souvenez de ce que c'est? Oui. Ah, donc, alors, une commission paritaire, je rappelle que vous pouvez affilier à la commission paritaire que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous affilier à la commission paritaire de votre secteur. C'est pour ça que TNT, entreprise de logistique, est affiliée à la commission paritaire de la métallurgie. C'est un des seuls cas que je connais où c'est complètement décalé. Vous avez de grandes chances dans la commission paritaire 200, hein, je vous le dis déjà. Parce que la commission paritaire 200, c'est la plus grosse, en fait. C'est la plus vaste. C'est celle qui regroupe les employés de bureau et les autres qu'on ne sait pas où caser, en fait. Donc quand c'était que les employés de bureau, c'était la 218 et il y avait déjà plus de 200 000 personnes dans cette commission paritaire-là. Maintenant qu'ils ont groupé avec la 200, où c'était tous les autres qu'on ne sait pas où caser, je ne sais pas combien il y en a, mais voilà, c'est la plus grosse commission paritaire. Et il y a peu de chances d'être dans la commission paritaire de la métallurgie, quoi. Quoique si vous allez faire, je veux dire, vous allez faire de la comptabilité dans une entreprise qui travaille dans la métallurgie, vous serez dans la commission paritaire de la métallurgie. Hein. Tout à fait possible aussi. Hein. Mais donc, ça fait une commission paritaire en tant qu'employeur, et bien la lire évidemment pour voir ce que ça implique, parce que comme avantage, mais comme contrainte aussi pour l'employeur, il faut quand même être au courant de ce qu'on doit fournir. On doit rembourser par exemple les frais de déplacement dans certaines commissions paritaires, la 200 notamment. Il faut rembourser les frais de déplacement dès que le travailleur habite à plus de 5 km de l'entreprise, qui est comme le cas normalement de l'énorme majorité des travailleurs. Voilà. Il faut communiquer via la Dimona toute modification du personnel, que ce soit engagement, départ, etc. Donc, je reparlerai un petit peu après de la Dimona, juste après de la Dimona. Déjà entendu parler de la Dimona ou pas? Non. Bah, c'est pour les contrats. C'est en rapport avec les contrats maintenant. C'est vrai que. On va en reparler après. Mais je me souviens que j'ai déjà travaillé, mais c'était journalier. Et là, je me souviens qu'il devait faire des déclarations d'Imona. Enfin bon, voilà. Engagement. Pour engagement. Les engagements. Mais on va reparler en détail de la Dimona. Et alors, la dernière chose qui est une nouveauté et qui est vraiment un truc un peu casse-tête, c'est le fameux RGPD. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD. Enfin, c'est difficile de ne pas l'avoir entendu parler. On a beaucoup parlé il y a 1 an et demi du RGPD. Donc, le règlement général sur la protection des données, hein, c'était il y a 1 an et demi, hein, je ne me trompe pas, c'était au mois de mai 2019, hein, c'est ça? Ou 2019, hein, je crois. 2018. 2018, ça date déjà de tout ça. Donc, c'est quelque chose donc, qui est européen, hein, le règlement général de protection des données. Et donc, l'idée, c'est de protéger mieux l'utilisation qui est faite des données personnelles qui sont acquises. Mais
les gens pensaient que ça concernait principalement les sites internet, et vous le voyez d'ailleurs maintenant, à chaque fois que vous allez sur un nouveau site, ils vous préviennent de leur politique de cookies, ils vous demandent si vous êtes d'accord avec des pop-up à chaque fois, bien chiant, que tout le monde clique OK sans jamais lire de ce qui est mis dessus. Bon, voilà. Ça, c'est suite au RGPD. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, et tout employeur, finalement, doit respecter le RGPD et a des contraintes par rapport à ça parce qu'il a des informations personnelles sur quelqu'un, son travailleur. Il a généralement son adresse, son numéro de téléphone, son âge, son sexe, son état matrimonial, marié, isolé, etc. Donc, il a des informations. Or, toutes ces informations-là, elles vont être conservées d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a toute une série de règles à respecter maintenant. Donc, il y a des choses à introduire auprès de la Commission de protection de la vie privée, mais surtout au niveau du RGPD, il faut désigner un responsable, c'est souvent le patron dans ce cas-là, de la gestion des données personnelles. Il faut dire ce qu'on fait des données personnelles, où elles sont mises. Il y a des règles de sécurité à mettre en place pour la protection des données, ça ne doit pas être accessible trop facilement, etc. Enfin, c'est des contraintes pour tout le monde. Et beaucoup de gens ne s'étaient pas rendu compte que ça les concernait aussi. Il y a un petit boulanger, il se dit, mais qu'est-ce que ça me concerne moi? Ben oui, tu as un gars qui travaille, donc tu as déjà des données sur lui. Tu as peut-être un petit registre client avec les noms de tes clients qui viennent pour leur envoyer une pub à l'occasion, etc. C'est des données personnelles aussi, donc qui doivent être mises d'une certaine façon, bien précises, etc. Enfin, c'est très contraignant. Hein. Donc, il y en a encore beaucoup qui sont en infraction, qui n'ont pas encore, sont pas encore respecté le RGPD, et il y a des amendes hein, qui commencent à tomber. Au début, ils ont été dans le côté coulant, mais petit à petit, maintenant, on va sur des amendes, et donc ça va coûter des sous. Et donc, il faudra bien faire attention et vous renseigner exactement ce que vous devez faire concrètement. Suite à cette réglementation générale protection des données RGPD. Tu voulais dire quelque chose, Moulay, ou... Non. Non, parce que tu t'es illuminé à un moment, donc j'ai cru. Donc voilà, donc le RGPD. Alors, la DIMONA. Donc la DIMONA, en fait, DIMONA, ça veut dire déclaration immédiate à l'emploi. Alors, vous allez me dire en quoi est-ce que ONA, voilà. En fait, c'est en français et en flamand. Je ne saurais plus dire ce que en flamand, je ne sais plus ce que la partie en flamand veut dire, mais voilà. Alors, en fait, vous devez faire une déclaration d'IMONA à chaque fois que vous engagez quelqu'un, que vous mettez fin au contrat de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi? En fait, l'idée, c'est que comment ça se passait avant? Donc, imaginez un chantier de construction. Je suis inspecteur qui veut vérifier qu'il n'y a pas de travail au noir. Bon, on sait bien que dans le secteur de la construction, on en a souvent. Donc, je suis inspecteur et je vais sur un chantier pour arriver, je débarque et je veux regarder, c'est pas de travail au noir. Qu'est-ce qui se passait? Je prends l'exemple parce que j'ai travaillé dans le secteur avant et c'était vraiment comme ça que ça se passait. Tu arrivais sur le chantier, tu avais un mec qui le voyait arriver, tu avais un mec qui allait le retenir, le freiner, en parlant, etc. Et pendant qu'un autre fonçait dans un KGB et commençait à remplir le registre de personnel et à mettre les noms dessus à fond, tout dardard, etc., avant que le gars n'arrive. Et puis il disait, ben voilà, ils sont tous bien déclarés, on les a tous bien mis dans le registre, il n'y a pas de souci, etc. Et on signait vite des contrats, des machins. L'idée de la DIMONA, donc, qui date aussi à peu près de 2003, c'est vers cette époque-là, peut-être un peu avant 2000, enfin, dans ces eaux-là, c'est que, en fait, tout travailleur doit être déclaré à la DIMONA. C'est-à-dire que l'employeur doit faire une déclaration et dire, voilà, je engage telle personne, etc., à tel moment, il va recevoir un accusé de réception de sa déclaration à la DIMONA, et normalement, il y a un délai de, je dirais, 12 heures, je pense, entre la déclaration et le moment où le travailleur peut commencer à travailler. Le temps d'avoir l'accusé de réception, etc. Sauf qu'en particulier, dans le cas d'intérim ou quoi que ce soit, on peut le faire alors que le travailleur est là. C'est vraiment des cas particuliers. Et l'idée, c'est que maintenant, un petit contrôleur qui arrive sur un chantier, mais ça ne sert plus à rien de le retenir parce qu'il va arriver avec son petit appareil et il aura déjà la liste des travailleurs qui ont été déclarés. Et donc, tu peux mettre ce que tu veux dans le registre personnel, on s'en fout. Il sait les travailleurs qui ont été déclarés à la DIMONA. Et donc, en arrivant, il va voir et il va dire, ben, et ceux-là, ils sont où dedans? Je ne les vois pas apparaître. Ou quoi que ce soit. Ah, on a oublié de les encoder. Ah ouais, oublié de les encoder. Les amendes sont proportionnelles au montant du chantier. Et il y a eu une grosse affaire qui concernait Galère, notamment, plusieurs entreprises. Mais Galère Construction, pas Galère les chocolats. Comme c'était un gros chantier, l'amende qui leur était réclamée était de plusieurs millions d'euros. En millions d'euros l'amende, alors qu'il n'y avait pas de fraude, en fait. Ils avaient bien été déclarés, mais ils avaient oublié de les mettre dans un document, dans le registre personnel, etc. Mais ils avaient été déclarés à la DIMONA. Donc, en plus, c'était un truc comme ça. Donc, il n'y avait pas de fraude.
il y avait un non-respect d'une règle administrative, mais il n'y avait pas de fraude, et ils se retrouvaient avec des amendes de plusieurs millions d'euros. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est un procès qui a duré des années, et finalement, l'ONSS a abandonné du jour au lendemain le truc, donc il y a dû y avoir une pression politique qui est intervenue à un moment ou à un autre. On parle de gros groupes, hein, là on parle de Galère, Benoît Moury, etc., qui sont des entreprises qui chiffrent en milliards hein, leur budget, mais en dizaines de millions, en tout cas, voire en centaines de millions. Hein. C'est eux qui font le chantier du tram, hein, notamment, c'est BAM hein, qui a le chantier du tram. Et BAM, c'est Galère, notamment. Donc, vous savez, le chantier du tram, là, les chantiers à n'en plus finir. Quel chantier? Qui devait être fini pour 2000. Pour 2019, 2018 à la base, devait être fini. Prolongé maintenant. Pardon? Prolongé. Oui, légèrement. Mais c'est quoi? C'est 2024 maintenant, je crois, non? 2023 ou 2024, oui. Oui, ça c'est. Ouais. Ouais. On y croit, voilà. C'était pas censé être pour la fameuse exposition universelle qu'on a perdue à la base. Ça, c'était 2019 ou 2017 même, l'exposition universelle? C'était 2017 en fait. C'était loin. C'était il y a longtemps. Oui. Je crois que c'était 2017. Le tram était censé être là pour l'exposition universelle de 2017. Enfin, c'est celle qu'on devait avoir et qu'on n'a pas eu. Ouais, c'est juste, c'est ça. Donc, mais bon, comme on peut constater, ils n'y sont pas encore tout à fait. Hein, donc, en plus, c'est pas l'idée pas l'idée du siècle, le tram en soi, mais enfin bon, voilà. Ils ont plein de problèmes, parce que vous savez, en faisant les travaux pour le tram, ils ont découvert dans le prolongement de sous la place Saint-Lambert et l'Archéoforum, ils ont découvert des nouvelles, c'est pas des reliques, comment est-ce qu'on appelle ça, de nouveaux vestiges, enfin, artefacts. Non, c'est pas ça. Enfin, des vestiges. Je retombe plus sur des ruines. Voilà, des ruines de trucs, mais qui risquent d'être abîmées par le passage du tram, en fait. Et donc, ça a mis à l'arrêt aussi le truc du tram à cet endroit-là. Enfin, c'est rocambolesque, mais bon. Il n'arrête pas de réduire en plus le parcours du tram, finalement. Il va faire un truc d'1 kilomètre, mais on devait être le projet de départ et maintenant. Enfin, bon. Et quand vous pensez qu'il y a quand même des lignes de métro qui sont sous Liège, hein, vous êtes au courant. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va être comme le métro, ils vont le commencer et puis finalement ils vont y mettre des bus. Quand on pense qu'il y a un réseau de métro qui est sous qu'il y en a un qui est utilisé comme gare des bus, c'est une station qui est la gare des bus sous la place Saint-Lambert, là, enfin à côté. Mais il y en a 2 qui sont utilisés pour du stockage de trucs de la ville de Liège, notamment toutes des antiquités qui ne savent pas où ranger. Il y en a d'autres qui sont condamnés, ils en ont bétonné une entièrement, coulé du béton pour la condamner, etc. Enfin, il y avait un réseau de galeries qui était fait, de trucs pour le métro. Hein. Bon, dans leur travail inutile, c'était un beau celui-là. Quand même. Mais donc voilà, donc la dimona, il faut la faire tout le temps. Quand c'est des travailleurs, on disait journaliers ou quoi que ce soit, il faut une dimona tous les jours en fait. Hein, donc, et en mettant l'heure de début et l'heure de fin du travail. Donc c'est vraiment pour contrôler le travail au noir, hein, notamment aussi. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi, bien? Qu'est-ce que tu as fait tomber? Désolé. Parce que la fin, je l'ai pas trouvé en plus. Sale bête. Bref, donc voilà, pour la dimona. Alors, il existe aussi la DMFA. Vous avez déjà entendu parler de ça, de la DMFA. C'est la déclaration multifonctionnelle. Alors, c'est un truc qu'il faut faire par trimestre et qui reprend tous les mouvements qu'il y a eu finalement sur les travailleurs. Donc, notamment, il y a une ligne par travailleur en gros. Donc, il était engagé, puis il est tombé en maladie de telle date à telle date, et puis il a pris 2 jours de congé à ce moment-là, etc. Donc, c'est vraiment un petit peu la vie du travailleur dans l'entreprise au niveau administratif, en fait. C'est un truc à refaire par trimestre. Et si ça vous intéresse un petit peu, et ça peut vous concerner, enfin, ça peut être intéressant de voir, vous pourriez être amené à faire ça d'une certaine façon. Sur le site Social Security,
donc qui est le site de la sécurité sociale, logiquement, il y a moyen de faire la DMFA, en tout cas, il y a moyen de la faire en mode test, c'est-à-dire que vous rentrez dedans et c'est l'application complète, mais pour encoder des trucs comme si vous déclariez des travailleurs ou quoi que ce soit. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut faire dedans. Mais évidemment, vous ne savez pas envoyer. Déjà, vous n'avez pas de numéro forcément d'employeur là-dedans. Vous n'êtes pas identifié en tant qu'employeur à l'ONSS. Mais ça permet vraiment de tester le programme. Ça. Et je ne sais plus si pour la Dimona, on sait le faire aussi. Si on sait la faire en mode test ou pas. Mais la DMFA, en tout cas, on savait le faire. Je n'ai pas vérifié récemment, mais on savait le faire, la DMFA en mode test. Donc voilà, donc ça vous permet de tester un petit peu, de voir comment ça marche et ce que c'est concrètement. On va voir dans le concret. Donc si on était en présentiel, on aurait été sur le site ensemble et on aurait fait la démarche. Mais bon, ici, je ne peux que vous suggérer de le faire si vous voulez, parce que je ne sais pas faire la démarche avec vous comme ça. Limité dans les possibilités actuellement. Voilà. Voilà, j'ai terminé l'introduction, donc je vais passer en vrac. Donc il nous reste prochain cours, le bail commercial, et puis les 3 cours suivants, vente et pratique du marché. Ça c'est le planning jusqu'à l'examen en fait. Et donc réfléchissez si vous voulez pour l'examen que je le décale d'une semaine ou pas. Enfin, de le décaler après les vacances de carnaval. Je ne sais pas, faites un petit conciliabule entre vous ou quoi que ce soit. Essayez de ne pas vous engueuler, pas vous taper dessus ou pas vous disputer. Pas le but. Enfin, si jamais vous voulez le déplacer, je suis d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, on le maintient à la date où il est prévu, c'est-à-dire la semaine avant. Voilà. Et je vais prendre les présences, peut-être. Ceux qui sont déjà partis ou qui sont... Pour le cours de succession, on est avec les premières, non? Non, ça devait. Il voulait, mais j'ai refusé ça. Okay. En fait, j'avais le choix, c'était ou succession ou commercial qui descendait en première. Donc, j'ai essayé de dire que c'était une mauvaise idée que ce soit l'un ou l'autre, mais elle m'a dit qu'elle manquait d'heures en première et qu'il fallait leur donner des trucs à faire. Et donc voilà. Et donc, c'est pas... Non, de toute façon, oui, mais de toute façon, j'avais refusé succession de le faire à la truc parce qu'il faut être en petit comité justement pour que je puisse passer et expliquer individuellement aussi les trucs. D'accord. Mais l'horaire, alors, c'est toujours bien le jeudi après-midi et puis ça passe quand même le lundi après-midi. Oui, dès que j'ai fini le cours que j'ai le lundi après-midi avec les premières, on passe le lundi après-midi, oui. Ok, ça va. Parce que le jeudi après-midi, j'aurai un autre cours. C'était très compliqué, les changements d'horaire, oui. Donc, il commence le jeudi après-midi pendant 5 semaines à peu près, et puis il passera le lundi après-midi. C'est à peu près dans... Qu'est-ce qui vient de disparaître et qui était là et qui vient de partir juste maintenant? Ah non, c'est Sandrine. Merde. Elle a toujours sa main levée, donc elle n'apparaît pas dans la même liste que les autres. Voilà. Je suis quand même étonné du petit peu que je vérifierai la liste que Mme Faniel m'avait envoyée pour voir qui manque. Donc, on m'a dit Yacine et... Wafa. Et Wafa, oui. Et Ralouka. Il y avait Thomas tout à l'heure qui a disparu, en fait. Mais il y avait Thomas qui était là. Il n'y a personne d'autre qui a disparu depuis. Hein. Je pense pas. Donc voilà, pour aujourd'hui, une petite introduction en douceur, tranquille, voilà, reprise de contact, blabla. Donc la semaine prochaine, essayez de retrouver votre code civil, puisque le bail commercial, il est dans le code civil. Dans votre version, en tout cas, du code civil, il est dedans. Donc essayez de le retrouver. Il y aura des exercices déjà, et donc vous n'aurez pas encore eu le syllabus. Je mettrai les exercices sur l'école virtuelle pour que vous les ayez, pour pouvoir faire les exercices, puisque on va voir la théorie en une demi-heure, 45 minutes, et puis vous ferez des exercices et on corrigera. Okay. L'édition 18-19, ça va? Pardon?
Les Oui, c'est discussions juste spécifiques. ici de 2000 trucs qui ne le mettent plus dedans, en fait. Ceux qui sont sortis ici au mois en 2020. Donc, Ça va. Donc, l'édition qu'on a utilisée l'année passée. il n'y a pas de souci avec celle-là, c'est dedans. Enfin, je crois. Je n'ai pas vérifié, mais je crois. Sinon, bah, vous ferez avec la version non nettoyée que je vais mettre sur l'école virtuelle. Donc, je vais essayer de vous faire un petit dossier. Je vais vérifier les accès parce que je n'avais pas prévu d'avoir 2 fois le cours. Donc, je vais faire un dossier de droit économique et un dossier de droit commercial. Donc, vous, ce sera droit commercial, je rappelle. Et donc, je vais essayer de scinder bien les deux pour ne pas avoir de confusion entre les deux. Voilà. Et qui sait, peut-être qu'à la fin du cours, on aura l'occasion de se recroiser en présentiel. Hein. C'est les derniers cours, on ne sait jamais. Moi, j'ai un espoir pour le mois de mars, mais voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'y crois. Je me dis qu'après le carnaval, peut-être, chance. Ça dépend. D'ici là, il y aura eu la 3e vague, la vague des Anglais, donc non. Il y aura sûrement la 3e vague, mais avec un peu de chance, on pourra revenir entre la 2e et la 3e, en fait. C'est ça l'idée. Donc, un petit peu. Voilà. Entre la 1re et la 2e, on a pu revenir à septembre, octobre. J'ai fait du présentiel. Hein, donc, On reviendra et puis on lira votre cours au soleil. voilà. Mais bon, ici, l'avantage, c'est qu'ici, je vous vois votre visage complet. Parce que sinon, c'est que le masque. Donc parce que j'ai des étudiants que je n'ai jamais vus en vrai, que j'ai eu l'année dernière pendant le confinement, et puis que j'ai eu ici maintenant pendant le confinement aussi. Et alors, je les ai vus à l'examen, mais pour la première fois en vrai ici. Parce que l'année dernière, il n'y a même pas eu d'examen avec eux. Ici, je les vois pour la première fois en vrai, mais je ne les connaissais pas. Parce que d'abord, il y en a qui n'ont jamais mis leur caméra, donc je ne les ai même pas vus. Et puis, dans ceux qui ont mis leur caméra, en vrai, avec le masque, etc., mais la vision qu'on a comme ça, c'est pas toujours pareil. Je ne les reconnaissais même pas. En fait, j'en ai connu 2 sur la classe, en fait. Donc, c'était quand même pas. Voilà. Pourtant, ça fait déjà fait un paquet d'heures que je les avais eus. Donc voilà. Mais donc, j'espère, hein, mais on verra. De toute façon, on se verra aux examens. Donc, et puis en succession. Vous êtes tous là en succession demain, en fait? Vous êtes tous à le faire aussi? Oui. Hein? Il est de côté, Moulay. Mais Yasmina, t'es là aussi. Yasmina, donc je ne t'ai pas eu, toi, en civil. Si? C'est avec moi que tu l'as fait? Si? Moi? Connais pas. Oui. Ben Oui, oui. T'es la Yasmina de... Ah oui, mais t'as changé tes cheveux, non? Non. Le problème, c'est que j'ai 3 Yasmina en fait pour le moment, dont 2, et je ne m'y retrouve plus dans celle que j'ai eue ou pas en fait. Donc toi, tu étais là l'année dernière. Oui, oui, j'étais avec vous dans toutes les cours en fait. En plus, les noms se ressemblent. J'ai une Yasmina Bouani, alors c'est. Non, moi c'est Yasmine. Ah, c'est Yasmine. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà, déjà. Oh, oui, mais je m'en mêle, hein, moi, voilà. Ok. Sandrine et donc Christelle, ça je vois qui c'est aussi. Ok. Ben voilà. Je suis là. Hein? Je suis là. Oui, je sais. Non, voilà. Ben écoutez, je vous libère. Hein, donc, profitez de votre suite de mercredi. Et puis, on se voit demain. Hein, donc, comme je dis, je serai peut-être un petit peu en retard aussi demain, puisque j'ai un examen jusqu'à 12h30 en présentiel. Donc, je ne sais pas très bien comment va se goupiller le cours derrière. Donc, voilà. À demain. Je vais couper l'enregistrement et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. À demain. À demain, merci. Ouais.